Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle et je suis très heureux de vous retrouver. Et ben ça y est, maintenant que la saison NBA est finie, bon elle était déjà finie pour OKC depuis un petit moment, mais ça y est, elle est définitivement finie. Et on se plonge, nous du coup définitivement dans la saison qui arrive, avec la draft qui arrive dans moins d'une semaine quand vous allez écouter cet épisode-là, enfin pas mal de choses. Et il était temps bien entendu de faire notre souvent long, on verra aujourd'hui, épisode de stratégie de l'intersaison. Qu'est-ce qu'il va se passer pour OKC? Qu'est-ce qu'on ferait, etc. Et avec moi, pour cet épisode, Amaury, comment ça va? Et bah, ça va super. Bientôt la draft NBA. On aura le temps d'en parler un tout petit peu dans cet épisode et plus tard, mais c'est la nouvelle actu du jour. Félicitations aux New York Knicks aussi Ouais. pour leur titre et aussi aux Spurs qui ont coulé, notamment sur certains matchs, on peut le dire, face aux Knicks, en Bon, tout cas plus que sur contre quasiment nous. tous, c'est parce qu'ils Oui, c'est ça. ils avaient de Sauf, l'avance presque à chaque fois. sauf Donc, un, contraire. mais bon, Ouais. en tout cas voilà. Qu'est-ce que nous on aurait fait face aux Knicks? On n'en sait rien et on n'y était pas. Mais en tout cas, on a plein de choses à dire sur la potentielle Mm. saison prochaine qui va arriver et de ce qu'on va faire cet été, de ce qu'on peut faire cet été parce qu'on n'est pas Sam Presti. Mais on va essayer en tout cas de se mettre dans sa peau. Oui, c'est impossible de faire du Sam Presti, on va être honnête, qui a 10 fois plus de connaissances, 10 fois plus d'assistants, 10 fois plus de pièces en main que nous. Donc on va essayer quand même d'imaginer quelques trucs, et on va découper ça en catégories. Vous allez vite le suivre, mais comme d'habitude, sur les trades, sur les extensions, sur le roster à venir, etc., sur la draft, bien entendu. Mais avant ça, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, bien entendu, YouTube, Twitch. Voilà, on ne s'arrête pas pendant l'intersaison. Donc, on ne dit pas qu'on aura un épisode par semaine comme on fait actuellement, mais on va pas s'arrêter pour l'instant. Et puis, il va y avoir la draft, il y aura quand même pas mal de choses à dire, puisqu'on on verra ensuite. Ok, s'il y a quand même 3 choix de draft pour le moment. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Et Amaury, pour commencer, je trouvais important de faire un petit état des lieux du roster et surtout du salary cap d'OKC, chose qu'on avait laissé un peu de côté ces dernières années, mais qui était revenue un peu à la charge avec la signature d'Hartenstein, les 2 contrats max de Chet et J-Dub, le super max de Shea. Enfin voilà, on se doutait que le moment de payer allait arriver pour cette équipe-là. Il est arrivé. C'est maintenant que les salaires arrivent dans la masse salariale. C'est maintenant que J-Dub et Chet vont être payés. Et donc, juste déjà pour commencer, si le roster reste tel quel, qu'on va dire que les options sont prises, etc., voilà, s'il n'y a pas de mouvement, on en reparlera ensuite, OKC va être bien au-dessus de la seconde Epron, à peu près 30 millions pour arrondir au-dessus de la seconde Epron, ce qui pique beaucoup, ce qui va faire beaucoup de pénalités, beaucoup de taxes à payer, beaucoup de malus, beaucoup de choses. Donc pas de cap space, bien entendu, une équipe qui sera très chère. Amaury, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, nous en parler un petit peu plus déjà? Et ben alors du coup, si on part du principe que toutes les options sont prises cet été et donc en gros qu'on garde le même roster l'année prochaine, on serait en gros aux alentours de 250 millions de salaires. Donc 250 millions de salaires, c'est environ en gros 30 millions de plus que la seconde Apron, comme tu viens de le dire, qui est à 222 millions d'euros. En tout cas, c'est estimé. Encore une fois, les caps sont pas faits complètement, mais en gros l'estimation c'est ça. Donc de toute façon, on sera au-dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est cette seconde Apron là? On en entend très souvent parler depuis le CBA, il me semble que c'est de 2024 ou 2023, je sais plus. Mm. En tout cas, qui est appliqué depuis 2-3 ans. Et bah, c'est quand même, la seconde Apron, ça enlève énormément de choses. Et c'est parce que c'est la plus grosse pénalité qu'on peut avoir en tant que franchise NBA, parce qu'on a le cap space qui est à 165 millions, la first apron qui a un premier palier et la seconde apron. Donc, la seconde apron, quels sont les plus gros problèmes? C'est que déjà, ça peut avoir des risques sur les pics de draft, notamment si on reste plusieurs années dans la seconde apron, on peut avoir notre premier shot draft qui est automatiquement renvoyé à la fin du premier tour. Ou aussi, on peut avoir des restrictions sur les échanges de premier tour de draft. On entend beaucoup parler, oui, ils ont échangé leur premier tour de draft 2028, 2030. Déjà, on peut échanger beaucoup moins de premier tour de draft. On peut pas faire de trade de plusieurs joueurs contre un joueur pour un salaire plus cher. Par exemple, on parlait des Jay Mitchell qui peut rentrer dans un trade, etc. pour mettre un peu de valeur. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre deux joueurs pour un. Donc, ça va être plus compliqué d'utiliser Mitchell dans ces trades, par exemple, là. Et puis, on va avoir aussi toutes les sortes d'exceptions, hormis le minimum, l'exception minimum. On pourra toujours signer des joueurs au minimum. Mais par contre, on n'aura plus la mid-level, la taxpayer mid-level. On n'aura plus, si on a eu des trades exception, j'avoue que je n'ai pas en tête si on a des trades exception encore qui sont actives. Mais de toute façon, on ne pourra pas les utiliser.
Voilà, on en a plus de toute façon, mais on ne peut pas T'en les avais une petite utiliser. Doucement Dieng, je crois. Enfin, t'avais que dalle, quoi. Mais C'est ouais. ça, c'est ça, mais de toute façon, bah, on ne pourra pas l'utiliser, on ne peut pas envoyer de cash. Enfin, en résumé, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec la seconde apron. Donc, c'est l'un des enjeux clés de cet été-là, c'est est-ce que le Thunder va être en capacité de passer en dessous de cette seconde apron, d'autant plus que lorsque on est plusieurs années d'affilée dans la seconde apron, les pénalités augmentent. C'est-à-dire que on a des choses qui se rajoutent, etc. Donc l'idée, c'est que aussi on a le contrat de Shea qui n'a pas encore kick, l'extension qu'il a signée l'année dernière, qui va kick l'année prochaine, qui est d'ailleurs à 60 millions l'année prochaine, et puis ça va monter très très vite. Et bah, ça va être encore plus compliqué de l'éviter l'année prochaine, voire quasiment impossible. Donc si on est en capacité de commencer cet été en évitant, bah, ça peut être déjà une première réussite, entre guillemets, à voir maintenant quels sont les leviers qu'a Sam Presti. Peut-être juste pour ajouter, d'abord, petit warning, on n'est pas des experts CBA, etc. Et Cap, c'est pas ce qui nous fascine le plus dans la NBA, on est plus jeu avec Amaury. Mais on a fait ce qu'on pouvait pour se renseigner là-dessus, donc n'hésitez pas si on dit des bêtises à le dire en commentaire, mais on a essayé de faire au mieux. Mais pour compléter ce que tu as dit, ouais, effectivement, il y a plein de pénalités qui peuvent arriver, notamment si tu l'es 3 années sur 4 ou quelque chose comme ça sur les prochaines qui arrivent, ce qui pourrait largement être le cas au KC. Donc tu peux avoir des futurs tours de draft gelés, donc c'est-à-dire intradables. Tu peux être effectivement, comme tu as dit, 30e à la draft d'après. Mais je trouve que le point le plus important, c'est celui que tu as mentionné, où tu peux pas, on va dire, mettre 2 joueurs ensemble pour en prendre un autre, même s'il a le même prix. C'est vraiment du 1 contre 1 ou du 1 contre des tours de draft, etc. ou contre un joueur moins cher. Mais dans l'idée, on ne peut pas faire Joey Wiggins contre un autre joueur. Je vous donne en 1000 parce qu'on va en reparler ensuite. Ça ne va pas être possible de faire ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est important de préciser, mais dans ce que j'ai pu voir et écouter, etc., ce n'était pas forcément une question en fait, de faire des trades de ce niveau-là, même pour Giannis ou pour autre. Et OKC agit déjà pour le moment, en tout cas, comme une équipe qui est déjà dans la seconde apron. Donc peut-être qu'en faisant des magouilles, peut-être qu'en descendant en dessous, puis en remontant, enfin voilà, à voir, peut-être qu'il y aura des moyens de faire ces trades-là, mais pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité, et on le verra ensuite dans nos stratégies, je trouvais important de le préciser. Au-delà de ça, en fait, même en passant pas forcément en dessous de la seconde apron, tu peux rapidement économiser des sous. Un exemple, en diminuant de 4 millions le salaire de Kenrich Williams, en cumulé, c'est peut-être au final 20 millions qui sont sauvés, enfin qui ne sont pas dépensés par Clay Bennett. Donc ça, c'est important de le mentionner, que même dans des petites économies, en fait, ça devient, en termes d'échelle, des plus grosses économies. Et donc, en fait, pour moi, la grande question, et ça, c'est une info qu'on n'a pas, et que Sam Presti a pour le coup, c'est dans quelle mesure Clay Bennett est prêt à payer cet effectif-là, et est prêt à payer, en vrai, le roster. Est-ce qu'il est-ce qu'il veut payer dès maintenant? Est-ce qu'il veut attendre qu'il y ait la prochaine salle? On sait que dans le passé, il avait été frileux un peu de payer James Harden et que ça avait coûté un petit peu au KC, il faut le dire quand même. Après, on était dans une équipe très chère, époque Paul George, Westbrook, etc. Donc, dans quelle mesure il a envie de payer? Parce que c'est lui un peu qui va dire les directives à Presti. S'il dit, moi je m'en fous, on paye tout le monde, on garde tout le monde, on prend les options, le job est beaucoup plus facile. S'il dit, non, Sam, tu passes dessous la seconde apron, il y a un peu plus de boulot, effectivement. Sachant que dans l'itération qui est maintenant d'OKC, on va dire depuis l'après Chris Paul, entre guillemets, Clay Bennett n'a pas payé beaucoup, loin de là. OKC a gagné un titre en étant une équipe qui n'avait pas le salary cap d'un titré, on va dire, si j'exagère un peu le truc. Donc, est-ce que maintenant il est prêt à mettre la main à la poche pour garder cet effectif-là qui a été champion et qui, on le dit aussi, on l'avait déjà dit, il sera dans les favoris l'année prochaine. Voilà, ça va être la grande question et on n'aura pas forcément les infos avant de voir ce qui va être fait. Ouais, effectivement, c'est une question qui reste en suspens. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, on était le 11e, il me semble, en termes de salary cap l'année où on gagne le titre. Il me semble que c'est le plus bas sur les 10 dernières années en NBA pour une équipe championne. Donc, historiquement, on n'est pas du tout une franchise et Clay Bennett n'est pas un propriétaire qui paye cher. Et on l'avait déjà payé, enfin, ça nous avait un peu coûté avec James Harden à l'époque, même s'il y avait plein de choses qui rentraient en compte, mais ça, c'en était une partie. Ça, c'est une partie du deal. Et donc, c'est ça, toute la difficulté, c'est que pourquoi on n'était pas dans l'attaque si on gagnait? Parce qu'on avait des jeunes joueurs, parce qu'on a eu énormément de joueurs sous contrat rookie, notamment l'année où on gagne le titre. Et un jour, ces joueurs sous contrat rookie, il faut les prolonger. Et donc, il y en a qu'on a déjà fait l'année dernière, Chet et J-Dub, qui ont d'ailleurs pris le max. Donc, personne n'a eu le fameux pay cut que Monsieur Jalen Brunson, champion NBA, a décidé de prendre, par exemple, pour ne citer que lui. Et puis, on a d'autres rookies qui vont arriver
notamment un dont on va parler assez longuement, je pense, qui va arriver dans son année, enfin dans l'été où il peut avoir son extension. Et du coup, ça aussi, ça coûte de l'argent. Pas pour l'année prochaine, puisque ce sera la 4e année de son contrat rookie, mais potentiellement s'il est prolongé pour l'année d'après, pour les années suivantes. Et c'est d'autant plus pour cela que je pense qu'il faut, personnellement, à part si Clay Bennett accepte de payer très très cher, il faut absolument passer en dessous de la seconde apron. Parce que l'année d'après, ça va être, on va avoir quasiment 5 joueurs, on va être au-dessus de la first apron avec le 5 majeur. Donc, il faut limiter la casse tant qu'on peut parce que le fait de rester plusieurs années dans la seconde apron, ça accumule les difficultés. Et pour se relever ensuite, quand on a beaucoup de pénalités, quand on n'a plus de pic de draft, qu'on ne peut plus les trade, on n'a plus de levier et on va être bloqué pendant des années. Ce que j'espère pas et ce que je pense que Sam Presti est évidemment l'un des meilleurs GM de la ligue est capable de sortir de ce pétrin, entre guillemets, puisque ça reste un pétrin de luxe où on a un double MVP, on a 3 All-Stars, on était en finale de conférence. On n'est pas, j'en sais rien, les Warriors qui sont bloqués dans les prunes et qui en plus gagnent pas, quoi. C'est ça qui est quand même, qu'il faut aussi relativiser ce côté épreuve. On paye cher, mais on paye cher pour une équipe qui reste quand même sur le papier très forte. Qui gagne, ouais. Je pondérerai quelques points, mais je suis d'accord que déjà que les Bennett, ça va dépendre de s'il est capable de payer ou pas et de comment il est capable de payer. Et ça va être surtout ça pour moi le critère, parce que je pondérerai le reste des pics gelés, des pics qui tombent 30e, parce que avec le background que tu as acquéri maintenant depuis, que tu as obtenu maintenant depuis un moment, les différents pics, les swaps, etc., tu peux quand même un petit peu voir venir sur ce point-là. Et puis vu le format d'OKC, la certaine domination, on va dire que si tu passes de 28 à 30, bon, ok, t'es pas non plus scandalisé, quoi. Donc je suis pas sûr que... Alors c'est chiant, je suis d'accord, et ça te limite vachement dans la construction de ton roster, mais je trouve que le nerf de la guerre, ça va vraiment être les finances, quoi. Ça va vraiment être est-ce qu'OKC est capable d'être une des équipes les plus chères de l'histoire, faut le dire. On va être, si tout le monde reste et que tout le monde est payé, on va s'approcher, voire dépasser les niveaux des Warriors, KD, etc. Donc est-ce que OKC a les reins pour faire ça? Est-ce que Kevin a les reins pour faire ça, sachant que c'est un petit marché, etc. Et autre aussi point qu'il faut quand même mentionner, parce que on va dire que si tu gardes tout le monde et que tu ajoutes 2 rookies, ou voire 3 avec le second tour, mais on va dire 2, tu es à 17 joueurs. Tu as 17 joueurs, et on sait qu'un roster NBA, c'est 15 maximum, plus les two-way. Donc, dans tous les cas, il y aura des choix à faire. Ces choix, ça peut être ne pas garder certains joueurs sur les options, ça peut être en trader certains, mais on vous a indiqué les restrictions qu'il y avait vis-à-vis des trades, donc ça complique la chose. Ça peut être choisir de trader les tours de draft de cette année pour des prochains tours de draft, ça peut être les rassembler les deux pour monter, etc. Donc il y a quand même des choses à faire, mais on ne peut pas se retrouver exactement pareil. Il y aura forcément des mouvements, sûrement d'ici la draft déjà, ou alors d'ici la draft, s'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas signer les rookies, c'est-à-dire qu'on va se douter qu'il y aura des options qui ne vont pas être levées. Enfin, voilà, il y aura pas mal de... Là, d'ici une semaine, il y aura déjà eu des choses, c'est sûr et certain. Ouais. De toute façon, il y a la draft qui arrive dans moins d'une semaine. Donc, déjà, ces 2 choix-là, ces 3 choix-là, même avec le 37, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on peut les trader? Quelle valeur ils auraient dans un trade finalement? Le pick 12, le pick 17, sachant qu'on a quelques contrats à mettre, mais on n'a pas d'énormes contrats. Enfin, je veux dire, à part Caruso peut-être, on n'a pas des contrats de 25-30 millions à mettre avec des picks pour aller chercher un gros joueur, par exemple. D'autant plus qu'on est toujours bloqué par cette fameuse règle du second apron. Donc les choix, ils vont commencer très tôt. Et puis la free agency ouvre dans 2 semaines, donc on va y arriver très très vite. On n'a pas forcément énormément de choix par rapport aux free agents, mais par contre, free agency veut dire qu'avant, il y a la fin des options équipes, des team options. On va devoir décider, notamment, on peut commencer par là, je pense. On a 3 team options en gros cet été. On a celle d'Artenstein, celle de Lou Dort et celle de Kenrich Williams. Donc, les choix. On en parlera plus tard de tout ça, mais oui, Ouais. ça va être un des premiers sujets, un des cœurs du problème, parce que d'ici fin juin, tu dois avoir statué, mais même d'ici la draft, quasiment, tu sais déjà ce que tu vas en faire de ces options-là. Ouais. Je pense qu'on a bien posé les bases déjà, les problématiques qui on allait devoir affronter, j'ai envie de dire. Donc déjà, les partisans d'un trade pour Giannis, on vous laisse faire, on va essayer de faire un truc, mais je vois pas comment c'est possible. Au-delà du terrain, voilà, je vois pas comment c'est possible. On va déjà parler un peu de notre stratégie, de ce qu'on ferait et de ce qu'on va imaginer au KC faire, parce que je pense que ça va se rejoindre. Moi, j'en avais listé 3 stratégies possibles vis-à-vis de ce qu'on a dit. C'est effectivement une où Clay Bennett a des sous, a gagné beaucoup d'argent récemment et a envie de dépenser pour son équipe et dit t'inquiète Sam, tu peux garder tout le monde, fais des trucs à la draft, renforce si tu veux, mais je paye.
Voilà, donc là, tu es pas du tout embêté, tu peux potentiellement prolonger tout le monde. Donc on garde vraiment l'intégralité du corps et on remet, allez, une année 3 de plus, on va dire, avec ce groupe-là, avec notamment Dort et Hartenstein, parce que c'est d'eux qui va être question ensuite. Il y a la deuxième option, que je pense est la plus viable et celle qu'on verra, c'est-à-dire des petits mouvements pour économiser de l'argent, donc en sacrifiant peut-être un petit peu de la profondeur d'OKC, mais en gardant le noyau dur. Aussi faire de la place pour les choix de draft, ou voir comment on les gère, est-ce qu'on en prend 1, 2, et cetera. Sachant que l'année prochaine, en plus, il y en a 3 qui arrivent, donc il y a aussi ça à anticiper. Mais avec au moins quelques ajustements et surtout un objectif d'économie et de passer sous la seconde apron, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Et après, il y a le dernier où, par je ne sais quelle magouille et pour outrepasser les limites, on arrive à faire un gros ajustement dans le roster, en récupérant un joueur ou alors en trouvant un contrat assez faible et en envoyant beaucoup de tours de draft pour compenser, et cetera. Et on arrive à recruter un joueur qui, allez, on va dire, change un peu la hiérarchie, on va le présenter comme ça, du top 8, top 9 d'OKC, qui serait déjà un peu considérable, hein, il faut le dire, si c'est pas un rookie qui le fait. Donc pour moi, il y a un peu ces 3-là. Bon, vous avez compris que pour moi, la logique serait de faire la deuxième et que Sam Presti devrait, à mon avis, se pencher par là. Je sais pas si tu te diriges vers ça aussi, mais le reste me paraît, en tout cas pour nous, difficile à imaginer. Bah, en fait, c'est la plus logique, je suis d'accord avec toi, dans le sens où c'est la plus facile à prévoir, dans le sens où bah, on peut pas prévoir qu'un joueur un peu inconnu bouscule la hiérarchie du top 8-9. Enfin, ça peut arriver, hein, évidemment, mais c'est très difficile de prévoir. On n'est pas des scouts professionnels, on n'a pas pu aller scout des joueurs de 16 ans, etc., depuis 3 ans, et de savoir que, ah oui, lui, c'est un crack, et il est attendu en 25, donc on va pouvoir le drafter en 17, par exemple. En tout cas, personnellement, c'est pas mon cas. Et du coup, bah, forcément, c'est celle la plus simple. Je sais pas si elle est simple à mettre en place, mais c'est celle qui est un peu cool de source parce que bah, c'est là où tu as le plus de levier. En gros, c'est avec tes pics de draft, tes team options, de un peu garder en interne ce que tu peux garder en interne, essayer de mettre de côté, enfin, de soit trade, soit ne pas prolonger, soit ne pas activer l'option de ce que tu peux, notamment pour passer en dessous de la seconde épreuve, du coup, de gérer tes salaires en interne. Et puis ensuite, la draft sera peut-être avant ça d'ailleurs, mais dans un autre côté, bah, drafter des joueurs qui peuvent prétendre avoir des minutes dans la rotation de playoff ou au moins en saison régulière. Parce que le fait de couper, si tu coupes un peu des joueurs à côté de rotation, c'est notamment dans ta saison régulière que ça va coûter des minutes. Parce que cette année, on avait Jalen Williams de blessé par exemple. Bon, bah, on a fini premier de conférence parce qu'on a un effectif deep de 12, 13, 14 joueurs forts de saison régulière. Et là, si tu coupes, il va falloir que soit que personne se blesse et croiser les doigts, mais de toute façon, il va falloir prévoir les blessures. On a vu qu'on n'a jamais fait une saison avec les trois stars, en tout cas en santé toute la saison. Donc, de toute façon, il va falloir prévoir ça et il va falloir faire en fonction et donc drafter des joueurs qui vont être utiles dès le début et qui vont compenser les manques, soit que tu avais déjà, on va en parler, soit des manques qui vont être créés par l'absence de ces joueurs-là qui peuvent partir potentiellement cet été. Sachant que tu en as eu déjà des joueurs, exemple comme ça, McCain l'année dernière avait déjà bien compensé en playoff les blessures, et que tu as quand même en background Topic et Sorber, dont on reparlera je pense dans l'épisode, mais qui peuvent être des joueurs qui gagnent un peu de minutes ou en tout cas à tester, donc on verra. Mais je suis d'accord avec toi qu'en fait ça va être le nerf de la guerre de conserver un effectif assez profond, que ça soit ton noyau dur pour les playoffs et ton noyau élargi, j'ai envie de dire, pour la saison régulière, qui était la force d'OKC, effectivement, avec des Joe, des Wiggins, etc. Mais ça, en fait, je pense que ça va être ton combat année après année, en fait, dans cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'année après année, tu vas essayer de limiter, soit d'être dans la seconde apron, soit pas trop, soit de repasser en dessous une fois ou deux, etc. Sachant que et chaque année, tu vas devoir innover un petit peu dans cette voie-là, parce que tu as lâché, tu l'as dit en début d'épisode, de l'année prochaine, son salaire qui arrive, donc tu prends plus 20 millions d'un coup. Il y aura du Cason Wallace, il y aura peut-être du Hartenstein s'il est prolongé. Enfin voilà, après, il y aura la prolongation de Mitchell et de McCain aussi à prendre en compte dans 2-3 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à gérer et je pense que tous les ans, ça va être un petit casse-tête financier pour essayer de faire perdurer ce roster, le renouveler avec des contrats rookies, avec des contrats peu chers, etc. Et réussir à faire des choix sur bon, bah là, on a 3 joueurs un peu dans le même profil, il faut en choisir un ou deux. Bah voilà, c'est ça. Là, on doit choisir entre Mitchell et McCain, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà. Il y aura des choix, on ne pourra pas garder tout le monde, c'est évident. Mais ce qui va aider OKC un peu là-dedans, et notamment cette année, on va le voir, c'est que, et on l'a déjà dit dans les épisodes, il n'y a pas de mauvais contrat et il n'y a pas de joueurs à valeur négative. Dans le sens où, si vous vous souvenez, dans la reconstruction, OKC avait beaucoup de fois pris des gros salaires
et récupérer des tours de draft aussi en échange avant de couper les joueurs, et cetera. Il y en avait certains qui avaient été très utiles, hein, du alors Ford, et cetera. Mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment du pur mouvement d'argent, j'ai envie de dire, pour les autres équipes. Là, OKC, quand OKC va vouloir économiser, donc ça va être forcément au bon vouloir des autres équipes, mais je suis quasi certain qu'il y a des équipes qui vont être intéressées par récupérer un Wiggins, par récupérer un Joe contre un second tour, etc. Alors, il faut trouver des équipes avec l'argent pour le faire, encore une fois, mais ça semble largement possible, en fait. C'est pas des joueurs négatifs, c'est des joueurs qui sont, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, dans une rotation à 10 de 95% des équipes NBA, donc c'est très intéressant pour les autres équipes d'avoir ça à ce coût-là, on va dire. Bah ouais, en fait, on a notre cap en main. C'est ça qui est positif. C'est que déjà de 1, tu as raison, on a tous ces joueurs-là qui sont tradables un minimum, enfin en tout cas qui ont une valeur positive. Et en plus de ça, on a parlé de de tout ce qu'on a fait, Kemba Walker, Al Horford, etc. On n'a pas de dead cap l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on a tout notre cap qui est à notre disposition si on veut le trade, etc. On n'a pas de cap qui est forcément là dans le roster. Et du coup, bah, ça a un point très positif, c'est que du coup, bah, tout peut bouger en fait. Tu peux bouger, chaque centime peut se faire trade, peut se faire couper, etc. En tout cas, on a des variables d'ajustement. Et oui, on a plein de contrats qui sont. En fait, le défaut qu'on a peut-être, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher un joueur à 25 millions par exemple, c'est que vu qu'on ne peut pas mettre deux joueurs, on n'a pas vraiment de contrat à 25-30 millions qu'on peut trade. Le seul, ce serait Hartenstein en gros, mais bref, on va en reparler. Il a une team option, etc. Et on va voir ce qu'on en fait. Mais du coup, tu peux pas aller chercher. J'ai entendu parler de Trey Murphy, etc. Bah, je crois qu'on n'a aucun chaud. contrat à mettre. On n'a aucun contrat à mettre pour aller chercher Trey Murphy. Tu mets Caruso, mais même ça, en fait, C'est c'est ça. pas assez C'est même cher. pas Donc, assez. Hein. C'est même pas assez. C'est 20 non, c'est millions. compliqué. Ou alors, c'est vraiment. Tu prends l'option d'Hartenstein et je sais plus à combien est Trey Murphy, mais tu l'envoies contre Trey Murphy ou des trucs comme ça, quoi. En gros, Donc, c'est ça voilà, tu surpayes Lou Dort pour le trader ensuite, mais même ça passe pas. Donc, ouais, non, c'est compliqué, en fait, de par cette seconde apprend. Ou alors, faut passer en dessous, puis repasser au-dessus en tradant. Enfin, c'est archi compliqué. C'est du montage qui me paraît très difficile à avoir. Donc c'est pour ça qu'on prévoit pas forcément de gros mouvements et de Trey Murphy et de Giannis. Et puis en plus, même dans le discours de Presti, dans comment ce roster-là a été construit, l'option de renouveler via des nouveaux role-players, des contrats rookies, de chaque année essayer de s'adapter, d'ajuster, etc., de faire au mieux, correspond beaucoup mieux à ça que de faire soit un all-in l'année prochaine en gardant tout le monde puis en sacrifiant tout le monde à la free agency, soit d'aller faire un trade sorti de nulle part qui te sacrifie la moitié du roster et qui te coûte encore plus cher les années d'après. Parce que Trey Murphy, c'est pareil, au bout d'un moment, il va demander peut-être encore plus d'argent que ce qu'il est là, parce qu'il en a pas tant que ça au final. Donc ouais, ça c'est trop compliqué. Et je trouve pas que ça rentre dans ni nous dans ce qu'on aimerait voir, ni dans celle de Sam Presti, où là, je pense que tu es quand même en position, et on le redit, d'être sur les 4-5 prochaines années, en tout cas, tu es en position d'être prétendant au titre, on va dire à chaque fois, normalement. On sait pas ce qui se passe à chaque fois, mais là, dans ta construction, tu peux l'être, quoi. Bah, à partir du moment où tu as le Big Three qui est là sur au moins les 4 prochaines années, les 5 prochaines années, bah, ça t'assure quand même d'être un minimum, je dis bien, et je suis très gentil dans un minimum, pour être compétitif tout court, de toute façon. Et voilà, c'est ce qu'on dit. On parle beaucoup de problématiques, entre guillemets, mais ça risque des problèmes de riches. C'est comment entourer 3 joueurs qui à leur pic sont allés top 25 NBA pour prendre large, allez, top 30 peut-être, si des gens pensent que Chet est vraiment nul après sa série contre Victor. Et du coup, bah, c'est voilà, comment les entourer du mieux possible, avec quel joueur, quel profil, c'est plutôt ça les questions. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant cet été et que c'est quand même plus intéressant, je trouve, que par exemple durant une reconstruction où en gros tu pars de rien et tu dessines un peu tout. C'est que là, tu as quand même t'as des petites variables d'ajustement hein, et puis tu te dis ok, est-ce que lui il est mieux à côté de chez, est-ce que lui il est moins bien, quel rookie je vais prendre, est-ce que ce rookie là va marcher. Voilà, tu as moins de marge d'erreur que tu avais il y a 1 ou 2 ans parce que tu avais beaucoup de contrats rookies, mais tu as quand même de quoi faire. Faut pas se mentir. Il faut pas se dire que là c'est terminé, dans 2 ans on joue plus rien parce qu'on n'a plus pique, parce qu'on est dans la seconde épreuve depuis 3 ans. Ça reste. Si on est dans la seconde épreuve, c'est parce qu'on a des très bons joueurs. Disons qu'avant, là on était habitué à avoir presque un joueur jouable. Voilà, là, on sera peut-être un peu plus limité sur les fins de roster. Avant, on avait le caviar, le foie gras et tout ce qui allait bien, et maintenant, on n'aura plus qu'une partie du plat. J'ai envie de dire, il faudra se contenter de ça. Ce qui est déjà très bien, parce que beaucoup d'équipes vont manger un McDo, quoi. On va dire, si je fais la compa cuisine jusqu'au bout. Donc, non, c'est déjà effectivement un gros problème de riche.
Mais il y a des décisions à prendre, etc. Et donc, voilà, il y a des joueurs qui vont sûrement devoir partir et qui vont au-delà, en fait, ça sera pas du tout un départ en mode, la plupart en mode: «On veut plus de toi, tu pas ta place», voilà. Ce sera sûrement: «Bah, merci pour les services rendus, la franchise t'adore, les fans t'adorent, mais en fait, là, tu coûtes trop cher, quoi». Donc, ça va être ça, quoi. Passons au nerf de la guerre. On a abordé un peu nos stratégies, ce qu'on allait faire. Les options, les prolongations, les trades, et cetera, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par les options, et les prolongations qui paraissent quand même le plus important et le plus probable. On va commencer par le plus simple, Amaury, Kenrich Williams. Kenrich Williams, qui arrive, alors en fin de contrat, c'est-à-dire qu'il a eu une team option, qui arrive, là cet été, qui est à 7,1 millions, et ensuite il serait, unrestricted free agent. Donc le choix est simple, c'est soit on prend son option, soit on la refuse et on le laisse partir, soit on le prolonge et potentiellement pour, moins cher ou plus cher, ça va voir. Amaury, dans ce que tu as imaginé, qu'est-ce qu'on fait de Kenny? Et ben moi, j'active l'option de Kenny. Je le garde la saison prochaine. OK. Ouais. Parce que, en fait, je ne sais pas si Kenrich Williams accepte le minimum, le salaire minimum. Ce serait la seule option dans laquelle je le couperais et je le prolongerais pour s'il accepte à moins cher. Et moi, j'y crois pas trop. J'ai peur que d'autres franchises peuvent lui proposer mieux ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, je le garde une année de plus à 7 millions. Et d'autant plus que c'est peut-être la seule année où on peut se permettre de le garder à 7 millions. Et puis j'ai fait d'autres ajustements à côté pour passer en dessous de la seconde éprenne. Et du coup, je me dis, ok, j'ai pas forcément de profondeur, mais Kenrich, dans un monde où on a 2-3 blessés, c'est toujours un joueur de profondeur. Et de toute façon, on peut signer personne, on peut pas faire beaucoup de trades. Donc autant garder Kenrich Williams. Pour moi, on n'aura pas mieux à ce prix-là et en fond de banc, quoi. Je suis d'accord que tu auras peut-être pas mieux à ce prix-là, mais en fait, tu n'as pas ce prix-là pour moi à mettre, tu vois? C'est ça le Ouais, problème. Alors je suis d'accord avec toi que c'est pas qu'il les vaut pas ou que voilà, mais pour le coup, Kenrich, alors il a été utile en playoff avec les blessures, mais en fait, on l'a très peu vu cette année. Il joue pas beaucoup. Pour moi, là, dans le roster que j'ai imaginé, même si je l'adore et qu'il est bon la majorité du temps, il est pas dans le 9 majeur. Et après, j'ai envie de donner des minutes, aux jeunes, Sorber, Topic, les rookies. Donc en fait, ils rentrent pas forcément dans ce cadre-là. Le seul truc qui m'embête vraiment, c'est l'aspect, c'est le daron de l'effectif, quoi. C'est le leader, s'il est là, c'est la grinta, et cetera. Donc, ça m'embête un peu plus, je t'avoue. Donc pour moi, c'est des économies faciles potentiellement et en plus, je pense que pour le coup, lui serait susceptible de l'accepter, «OK, on prend pas ton option, on te donne un contrat un peu plus long, mais tu prends moins cher, tu prends, 3 millions, mais on te donne, 2 ans plus un ou un truc comme ça». Et là, mine de rien, tu te donnes déjà un peu d'air, un tout petit peu. Mais je trouve le contrat plus intéressant. Je trouve que 7 millions, en fait, t'as pas. C'est compliqué. Quand je vois, par exemple, que là, à côté de ça, 7 millions, c'est aussi Jay Will, c'est aussi Kesson, tu vois, tu te dis, mais on peut pas. C'est pas comparable, mais tu vois, tu peux difficilement te permettre 7 millions là-dessus. Donc, je suis vraiment dans l'optique de, OK, Kenrich, on veut te garder, on te propose un contrat de plus long terme, mais on veut que tu diminues la somme, quoi. Je suis d'accord avec toi s'il accepte. Bon, moi, dans mon histoire, il acceptait pas en fait. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, Ouais, je garde mais l'option. du coup, tu lui donnes quand même. Genre, tu lui dis, Kenrich, on voudrait ça. Il te dit non, moi, je veux mon option. Tu fais OK. En gros, Ouais. la Oui, oui. négo, la négo résumée en 1 minute. Ouais, En après, est-ce gros, qu'il y aurait en gros, vraiment oui. des équipes qui iraient le chercher Ouais. cher? Moi, je pense qu'il y a une équipe pourrie qui veut entourer des jeunes, qui veut dire, OK, il a une bague de champion. Là, pour 2 ans, je lui propose 20 millions. Bon, allez, j'exagère peut-être. Allez. 16-18 millions sur 2 ans. Lui, il a plus qu'une année de contrat au KC. Il se dit, OK, je peux me faire 16 millions en 2 ans dans Brooklyn, par exemple, qui veut entourer ses jeunes, Ouais. qui veut donner un peu de culture, tu vois. Ou Il a eu même, son enfin, titre avant, il a tu eu. vois, c'est Ouais. ça. Et puis même, je trouve qu'Henrich, c'est pas un joueur horrible, hein. Franchement, il Ah pourrait être dans une non! rotation de 10 d'une équipe du play-in. Je pense qu'il est rotation 10, tu vois, par exemple. Juste que chez Mais c'est nous, juste que. Ouais, mais c'est juste que là, pour OKC, en fait, soit tu le mets vraiment dans la rotation, mais enfin, je vois pas dans quel monde il l'est, tu vois, et non. j'ai envie de faire jouer les jeunes tant qu'à faire. Soit, en fait, oui, il est juste là pour gueuler ou s'il y a des blessés, quoi. Donc ça m'embête de payer C'est 7 ça. millions pour ça. Par contre, de payer moins et un peu plus longtemps, je suis complètement d'accord avec Ouais. toi. Et je suis complètement d'accord avec toi que son niveau de jeu est pas celui d'un 13e homme dans 90% des franchises, encore une fois. Non, non. Mais tu vois, même là, enfin, moi, il est pas dans la rotation de 10, hein, même en le payant 7 millions. C'est Ouais. pour ça que je me suis dit, en fait, j'ai de la place, autant que je le garde, j'ai aucun intérêt à le couper pour rien, tu vois.
Enfin, Ok, ouais, s'il j'ai hâte accepte de pas voir de se comment faire t'as économisé après alors, parce que ah, c'est tu quand vas même voir. ric-rac normalement Ouais, tu vas pour voir, faire tu vas ça. voir. Bon, ok, pour Kenrich, en fait, on est plutôt d'accord, mais on a envie de le garder. On va le dire comme ça, mais il y aura peut-être des petits sacrifices financiers à faire. On espère peut-être qu'il les acceptera s'ils sont proposés. Allez, de ce qu'il dit, et j'ai un petit espoir quand même. Comparé à d'autres où j'ai pas trop espoir qu'il laisse de l'argent de côté, lui, j'ai un petit espoir. Et en parlant d'un que pour moi, il va pas trop laisser d'argent de côté sur son prochain contrat, c'est Lou Dort. Lou Dort, qui on le rappelle, a signé avec Clutchport cette année. Oui, cette Oui, année. ouais. Souvent, quand on signe avec Clutchport, c'est qu'on veut avoir de l'argent concrètement, c'est qu'on veut avoir un contrat qui va bien. Alors, la situation de Lou Dort, chose dont on a déjà beaucoup parlé, on en a parlé dans le dernier épisode. 17,7 millions en team option l'année prochaine, c'est la fin de son contrat. Et sinon, même qu'à Kenrich, hein, soit on prend son option, soit on le laisse partir, soit on le prolonge sur plusieurs années. Et aussi, un cas aussi qui est le cas pour Kenrich, hein, on peut prendre l'option et le trader, ce qui est possible de faire pour le coup. Voilà. Je vais commencer sur Dort. On l'a dit la semaine dernière, pour moi, c'est le levier à actionner pour économiser de l'argent et qui doit plus être là, quoi. On l'a vu en playoff, il a perdu petit à petit son rôle, il est de moins en moins important. Alors, encore une fois, je sous-estime pas l'aspect, on va dire, accumulation qui fait la force d'OKC en termes de défenseurs, en termes de point of attack. Je sous-estime pas aussi le niveau de Lou Dort qui, défensivement, quand il est dans une bonne saison, dans une bonne passe, c'est top 5 défenseur NBA, hein, concrètement. On l'a vu il y a 2 ans. Offensivement, il a eu des bonnes saisons au tir et cette année, c'est pas tombé dedans, donc ça a fait mal aussi. Voilà, j'ai pas envie non plus de cracher dans la soupe et en disant que Lou Dort est un mauvais joueur, c'est pas un starter NBA, c'est pas un joueur NBA, tout ça. C'est pas du tout le cas. Je pense que Lou Dort a encore une valeur assez positive. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien à beaucoup de franchises, oui, à beaucoup d'endroits. Donc, c'est pas tant ça, c'est que tu as un surplus sur ce poste-là. Tu as des joueurs en plus à développer, des joueurs qui sont meilleurs que lui. Tu as envie de donner des responsabilités à Cason Wallace, on en reparlera ensuite, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Tu as du Mitchell qui a pris de la place, tu as McCain qui arrive. Enfin, sur les postes de guard, il y a vraiment de quoi faire. Tu as même un Topic si tu veux, ou même peut-être un futur drafté que tu auras envie de développer et dans des profils différents. Et quand son apport défensif est compensé par d'autres joueurs et qu'offensivement il est nul et son apport est nul, on va dire, à 0, j'entends, tu peux pas le garder, quoi. Et surtout, alors en soi, 17 millions, je pense qu'il touchera ça si quelqu'un lui offre un contrat, mais je pense que tu peux pas te permettre et que c'est le levier archi facile à actionner pour économiser de l'argent et c'est celui qui doit être fait, quoi. Ouais, je pense, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense même qu'il touchera plus de 17 millions. Quand je vois, par exemple, bon, il est peut-être plus jeune, Dyson Daniels qui touche 25 millions. Est-ce que Lou Dort est tellement moins fort que Dyson Daniels, tu vois? Ouais, je suis plus Tu vois? playmaker, la zone Daniel, c'est plus jeune, mais je pense Oui, que c'est ça, je pense que tu vois? Dort, alors, je sais pas l'état de tous la salary cap de toutes les équipes, mais il y a une équipe qui met 20, 20 tu vois, en aussi, je pense. dégressif sur 3 ans. Je C'est pense ça. qu'il y a des équipes qui seraient intéressées, hein. Donc, Ouais, ouais, je suis pas exclu de voir ça, parce que les Lakers, par exemple, ça leur serait intéressant. On avait parlé des Hornets, par exemple. Moi, je trouve que ce serait intéressant pour eux d'avoir un joueur comme ça. Enfin, il y carrément. a pas mal d'équipes où d'avoir un gros défenseur point of attack, un gars aussi avec du caractère, de l'impact physique, qui connaît les playoffs, ça leur ferait beaucoup de bien. Bon, les Lakers, c'est pas dans ce cas-là, mais pour les Hornets, j'entends. Ouais, ouais, carrément. Et sinon, tu as très bien résumé le cas Lou Dort. Je pense que c'est peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cycle qui est passé. Il était dans la première partie de cette magnifique équipe d'OKC, mais petit à petit, c'est un peu naturellement que ça se fait, hein. L'année dernière, il jouait 25-30 minutes par match. Et puis cette année, on est à 20 là, contre les Spurs. Quasiment, il y a des matchs, il fait 15 minutes. On sent quand même que même Degnault, il a beaucoup moins confiance en lui. Et tu peux pas te permettre de payer un joueur 17 millions dans le contexte Thunder de cette année-là, qui a aussi peu d'impact que Lou Dort en playoff. Donc, et puis, tu l'as très bien dit aussi, il faut laisser la passe à Cason Wallace. Je pense que c'est un argument très important. On va en parler dans pas longtemps, mais il l'a dit en conférence de presse aussi d'ailleurs. Lui aussi, il a mis le petit coup de pression à Presti. Et à un moment donné, je pense que c'est le moment d'économiser de l'argent. Les 17 millions, c'est beaucoup. Quand on en a 30 millions à économiser, c'est plus de la moitié. Donc, c'est déjà une première étape de fait vers le passage en dessous de la seconde épreuve, quoi. Ouais, puis ouais, enfin, encore une fois, le message que t'envoies, qui sonne, voilà, si tu re-signes Lou Dort sur le long Ah terme, ouais. qui lui prend de l'argent, parce qu'on va être honnête,
de payer Caruso sur le long terme, de payer, prolonger Casanova sur le long terme, de prolonger Lou Dort, c'est vraiment te mettre une épine dans le pied, quoi. Vraiment, c'est du surplus, effectivement. Ça faisait la force d'OKC, mais là, ça devient trop du luxe pour le salaire et tout ce que tu as autour. Et en plus, je crois pas du tout au fait que Lou Dort revienne beaucoup moins cher. Une ristourne, Non, j'y crois non. pas du tout. Quand Non, tu non, vois non. son début de carrière, comment il est monté, etc., la clutch sport, etc., j'y crois pas du tout. Et il a tout à fait raison de vouloir un contrat à la hauteur de sa potentielle valeur, quoi. Donc, ouais, j'attends de voir ce qu'on fait, mais pour moi, il est sur le départ. Après, il y a toujours l'optique de prendre son option, de le trader. Mais alors ça, il faut avoir l'idée, il faut être capable de le faire. Et ça inclut, pour l'équipe qui le récupère, bah, d'avoir une projection pour le prolonger. Sinon, il n'y a aucun intérêt au fait de faire ça, au moins de Ouais. l'avoir juste pour 1 an, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, tu vois, si l'équipe qui le récupère, bah, Lou Dort, c'est déjà, bah, moi, je vais demander ça, et ok, bon, tu vois, ça, il peut avoir de la valeur. Si par contre c'est un one shot d'1 an, c'est un peu moins de valeur, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et même, est-ce que cette équipe-là, elle n'a pas plus intérêt à ce que Casey coupe l'option et le reprenne? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle ait elle aussi un problème plutôt de cap, peut-être, qu'elle ait un joueur qui matche avec le contrat de Lou Dort. Mm. Ça fait quand même beaucoup de facteurs qui sont pas forcément, qui sont pas faciles à atteindre en tout. Et d'autant plus que beaucoup de franchises le voudront à prix plus élevé, gratuitement, dans le sens où sans le trade. Mais en tout cas, ce sera, ouais, ça va faire bizarre une saison sans Lou Dort, certainement, puisque j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on tend. Même si j'ai vu quelques articles, j'ai pas ouvert d'ailleurs parce que j'y crois pas du tout, de Shea veut faire en sorte que Lou Dort reste à OKC. J'avoue que j'ai pas ouvert les articles, mais je l'ai vu passer, donc je le mentionne. Presque l'inverse, quoi. Mais c'est l'un des seuls arguments pour garder Lou Dort, c'est parce que c'est le pote de chez. Franchement, hein, c'est l'un des seuls arguments. Et là, même de tous les gens que j'ai pu lire, écouter, qui parlent d'OKC, j'ai rarement vu dire bah, Lou Dort, il va rester. C'est plutôt complètement l'inverse qui a été dit. C'est dur de se faire une idée sur les interviews de sortie là, des joueurs, etc. Mais ça sent quand même pas bon de ouf, quoi. Ouais, clairement. Je pense que c'est vraiment la fin et c'est aussi peut-être c'est un bon passage pour les deux, pour Lou Dort qui va avoir sa thune et qui va peut-être jouer aussi plus de minutes en playoff, avoir des responsabilités qu'il n'avait pas forcément là, en tout cas en playoff chez nous. Et nous, de tourner la page et de voilà, économiser cet argent dont on a besoin. Prendre des grands tirs comme à l'époque, des grands pull-ups. Non, mais, bon, bah, pour Lou Dort, on est plutôt sur un départ et économie d'argent, hein, effectivement, assez conséquente, hein, sur 17 millions. Donc, on va dire que le salary cap fond un petit peu plus que sur Kenrich, où on économisait 2-3 millions. Parlons maintenant d'Isaiah Hartenstein, qui est au final peut-être le plus gros dossier, je pense, pour OKC cet été, tant on a souligné son importance ces dernières semaines, tant il a montré aussi cette saison. Alors, Isaiah Hartenstein, bon, il arrive à la fin de son contrat de 2+1 qu'il avait signé, avec une dernière année en team option à 28,5 millions, ce qui est quand même pas mal pour un joueur de son calibre. Et sinon, bah, le même choix que les autres, hein, soit on prend l'option, soit on la prend pas, soit on la prend et on le trade, soit on le prolonge à moins cher. Amaury, comment tu as géré le cas Hartenstein dans ta projection? Alors, dans ma projection, je me suis dit déjà, premièrement, il faut garder Hartenstein. Pour moi, c'est pas une question. Il n'y a pas d'option de le lâcher. Tu n'auras pas mieux. Enfin, de toute façon, tu peux signer personne. Les trades, on a dit, c'est compliqué. Donc, tu ne trouveras pas quelqu'un de mieux à ce poste-là et aussi important que Hartenstein l'a été. Donc, déjà, la question, c'est pas de le garder ou pas, c'est je le garde. Et du coup, je me suis un peu penché. Je me suis dit, OK, bon, Hartenstein, à quoi il peut prétendre si on le prolonge pas? Enfin, si on n'active pas l'option, pardon. Si on n'active pas l'option qui est de 28 millions et demi, à quoi ils peuvent vraiment prétendre? En gros, déjà, il faut se rappeler à l'époque, cette option-là, on avait dit, et c'était un peu ce que disait la sphère NBA, c'est que c'était un peu surpayé les 28 millions et demi. C'est parce que KC avait du cap, pouvait se permettre de mettre 28 millions sur Hartenstein. D'autant plus qu'on avait, enfin, KC historiquement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ne signe quasiment aucun free agent. Je veux dire, Hartenstein, on a dû le surpayer pour le signer. Donc, il y a eu beaucoup de raisons qui font qu'il ait payé 28 millions. Maintenant, moi j'ai regardé du coup les pivots l'année dernière qui ont pris soit des prolongations, je crois que j'ai que des prolongations, non, j'ai une signature dans mes exemples. Donc j'ai pris Nasrid. Évidemment, j'essaye de prendre le truc qui se rapproche le plus, c'est pas les mêmes joueurs, hein. Je compare pas du tout les joueurs. Ouais. Je parle plutôt des contrats évidemment. Donc Nasrid, il a pris 125 millions sur 5 ans l'été dernier. Poeltel, il a pris 104 millions sur 4 ans. Et Miles Turner, il avait pris 108 sur 4, c'était une signature. C'était pas une prolongation, la fameuse signature à Milwaukee qui le surpaye un peu évidemment.
Donc, je me suis dit, ok, donc en gros, tout ça, c'est à peu près 25 millions l'année pour Nasrid, pour Elton, 26 millions l'année, et Turner, c'est 27 millions l'année. Donc, ça se situe dans cette eau-là. Et je me suis dit, ok, bon, Hartenstein, on peut lui dire, est-ce que tu joueras vraiment le titre ailleurs, là, si tu veux prendre beaucoup d'argent? Est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui sont compétitives aujourd'hui, qui vont être prêtes à te payer plus de 30 millions la saison? Moi, je pense pas. Donc, Hartenstein, il nous fait une petite. Enfin, je sais pas si c'est un petit cadeau d'ailleurs, parce qu'on va le payer. Moi, dans mon cas, du coup, j'ai mis 100 sur 4. J'ai mis 25 millions l'année. J'espère qu'il prendra moins, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on puisse lui donner moins. Et je trouve que c'est plutôt fair pour ce qu'il nous a apporté en playoff, là, la défense sur Wemby, le fait d'être autant valuable contre les Spurs qui sont sur le papier notre adversaire le plus coriace à l'Ouest. Il y a quand même beaucoup d'avantages sur Hartenstein dans la négociation. Donc je pense qu'il ne demandera pas en dessous de 25 millions. Donc c'est 100 sur 4 pour moi, pour Hartenstein. Bah, je suis d'accord avec toi, dans le sens où il est trop important actuellement dans le roster et où, tu vois, son option, on disait, bon, après la première année, on disait, bon, bah, l'année prochaine, on l'a, mais peut-être qu'on lèvera pas son option et on gardera Dort, ou voilà. Là, le débat s'est complètement inversé cette saison. Tant en playoff, on a vu qu'en fait, c'était largement viable, c'est juste qu'il fallait travailler avec lui, il fallait mettre les choses en place, etc. Et c'est surtout que comparé à un Dort qu'on vient de parler, il n'y a pas de remplacement pour l'instant. Il n'y a pas de. Sorber est pas prêt, Jay Will, c'est pas le même profil, Chet en 5, on a des incertitudes maintenant. Il y a pas de remplacement. Donc, tant que tu n'as pas trouvé autre chose, je pense que c'est primordial de l'avoir pour être compétitif. Sans lui, tu ne l'es pas forcément, tant il te change beaucoup de choses des deux côtés du terrain. Donc, non, c'est la priorité presque de l'été, je pense, et ce qui ressort aussi, c'est de le garder. Je pense que les voyants sont quand même au vert, globalement, sur le fait de le garder, que ce soit dans son intégration, dans son envie, etc. Je te rejoins sur le fait que est-ce qu'il aura beaucoup plus cher ailleurs et mieux en situation? Je suis pas si sûr que ça, parce qu'il a une bonne situation. Ok, si hein, il est titulaire indiscutable, il a quand même des bonnes minutes, il peut se reposer quand il a envie. Voilà, il y a quand même des bonus. Il pourrait avoir un peu plus d'impact dans d'autres équipes où il serait peut-être le, je sais pas, troisième, quatrième meilleur joueur, on va dire, même si c'était pas loin d'être le cas des fois cette année, hein, mais avec un peu plus de responsabilité. Je trouve que 28 millions, c'est un peu trop, effectivement. Après, effectivement, avec les exemples que tu as donnés que j'avais pas en tête, bah, tu te dis, 25 millions, c'est pas du tout déconnant. Même si ça fait un peu mal, bah, c'est pas déconnant pour un joueur qui a cet impact-là. Et puis surtout, là, ce qui me fait un peu peur, c'est que parmi les free agents qu'il va avoir cette année ou l'année d'après, je pense qu'il sera dans les top cibles. Mais vraiment, que pour le coup, il y a des équipes qui vont être agressives. Donc ça peut être important de le verrouiller maintenant, de mettre en valeur un peu la situation, tout ça, d'en profiter que tu puisses. Donc ouais, je suis plutôt pour. Je pense que ça serait plutôt un contrat 3-4 ans max, parce que c'est pas le plus jeune non plus, il faut quand même que tu puisses avoir un peu de flexibilité. Je pense que 25, c'est vraiment le max par contre. J'aurais adoré un 22 millions, tu vois, ou même où tu te rapproches des 20, mais ça me paraît compliqué. Après, à voir comment tu peux essayer de faire les choses. Est-ce que tu peux faire un contrat dégressif? Est-ce que tu peux, par exemple, là, tu lui dis, on donne peut-être 28 l'année prochaine. Par contre, après, c'est 25 et après 23 ou des choses comme ça. Ou alors, c'est stable et comme le salary cap augmente, tu gagnes un peu de part sur ça. À voir comment est aussi construit le contrat, c'est souvent important dans ces prolongations-là. Et Presti avait fait un sacré boulot avec Joe et Wiggins là-dessus. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je m'étais noté 25 millions, c'est peut-être le max. Tu vois, j'avais noté, j'aurais aimé un 3 ans 22, tu vois, mais ça me paraît presque inconcevable, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, et par rapport à, et même globalement, toutes les prolongations pourront faire, ok, si ça sera ça, ça reste un contrat tradable. Si tu as besoin, des équipes seront intéressées, quoi. Bah ouais, j'aime bien ton idée du dégressif. J'avoue que j'y ai pas pensé en faisant le contrat, mais je trouve que c'est très faisable. Notamment, tu vois, moi j'ai un tout petit peu de place. Après, on va finir, mais là sur l'année prochaine, je trouve que c'est là où on aura le plus de place. Et limite, je serais toujours en dessous de la seconde épreuve s'il serait à 28 millions l'année prochaine, tu vois. Du coup, je me dis, tu mets 28, 25, allez peut-être 23 et 21, ce qui fait que voilà, au lieu d'avoir 3 ans, tu as 4 ans. Et en fait, le 21, il est très tradable. Parce que 21 millions dans 4 ans, ce sera une part du cap beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. Parce que le cap augmente tellement en ce moment que franchement, avoir des contrats dégressifs, ça t'apporte énormément de valeur. Et c'est un avantage qu'on peut avoir pour plein de joueurs. Et c'est un avantage qu'on a déjà d'ailleurs, puisque quand tu vois les Wiggins qui est en dégressif, quand tu vois Joe qui est en contrat stable, C'est stable, ouais. ouais, c'est ça. Et c'est souvent ça, je le vois souvent dire, ouais, Presti est un super manager parce que il a des team options et il a des contrats qui sont jamais des contrats qui montent trop fort.
à part les contrats max signés par les 3 stars. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ouais, sinon, pour Hartenstein, je suis assez d'accord avec toi. Après, du coup, moi, je pars toujours du plus négatif. Enfin, j'essaie toujours je me dis à chaque fois, ouais, il acceptera pas 22 millions, donc je mets 25 et je pars dans ma simulation, je pars du principe qu'il prend 25. Tu vois, c'était un peu comme Kenrich tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça, mais je suis d'accord. 25, c'est vraiment le maximum qu'il peut prendre. D'autant plus, moi, sincèrement, je pense qu'il a des arguments. Je pense aussi qu'OKC, et avec tous les joueurs, OKC aura toujours des arguments on joue le titre, tu es dans une super situation, tu joues beaucoup de minutes, on arrive toujours à trouver un rôle. Le game 1 contre San Antonio, il jouait pas. Daigneault, tu as réussi à lui trouver un rôle, c'est-à-dire on n'enterre jamais les joueurs après un match raté, quand d'autres équipes, par exemple, ont beaucoup plus de mal à s'adapter, et du coup, il y a des fois où tu joueras pas alors que tu aurais pu jouer. Il y a quand même beaucoup d'avantages à jouer au KC, du coup, peut-être qu'il pourra accepter 22-23. C'est ce que j'espère, et ça ferait du bien au Cap, ça c'est sûr. Après, quel intérêt il a à sacrifier? C'est peut-être ça la grande question, à voir comment il peut être géré. Mais tu vois, je crois que les Lakers ont du cap. Typiquement, tu le mets à côté de Luka, tu le mets de Reeves, etc. Ça peut faire un sacré chantier. Donc ce joueur-là a vraiment de la valeur et pourrait aider beaucoup d'équipes, je pense. C'est sûr. Je pense que c'est important de le garder, c'est important de bien se vendre. Mais comme avait dû faire Presti aussi à l'époque, j'espère que ces 2 premières années à OKC, déjà avec un titre ça a aidé, mais voilà, lui ont plu parce qu'on espère vraiment le garder sur assez long terme. Donc là-dessus, on est plutôt d'accord. Et il y avait le dernier cas de prolongation potentielle. Cette fois, on est juste dans une prolongation. C'est celle de Cason Wallace. Cason Wallace qui est du coup éligible à partir de cette année à une prolongation qui pourrait être une des affaires de l'été, encore une fois. Sachant que dans son contrat, Cason Wallace est sous contrat l'année prochaine à 7,4 millions. Donc ça, on conserve et ça sera effectif. Mais c'est pour anticiper après. Après, voilà, c'est pour pas qu'il parte contre rien potentiellement. Je pense que Cason Wallace aussi va pas faire énormément de sacrifices. Vu ce qui ressort de lui, et à raison la confiance qu'il a en lui, les envies qu'il a, les responsabilités qu'il a envie de prendre, je pense qu'il est en mesure aussi d'exiger aussi ses salaires et cette confiance, parce que depuis qu'il est arrivé, il est toujours là, il a été important en play-off, il a peut-être pas le rôle de titulaire quand on annonce le 5 majeur, mais il l'a souvent en fin de match et quand c'est important. Là, il voit que Lou Dort est peut-être un peu plus loin, donc il peut se dire c'est mon moment et a raison. Pour moi, ça peut être une priorité s'il n'est pas excessivement gourmand, j'ai envie de dire. Tu avais mentionné tout à l'heure le contrat avec Dyson Daniels sur 25 millions sur 4 ans, en gros. Pour moi, c'est dans ces eaux-là. Enfin, c'est pas les mêmes joueurs, je trouve, mais ça peut y ressembler. Tu peux trouver des similitudes. Je pense que dans le rôle aussi. Donc, j'aimerais bien que ça tape là-dedans, tu vois, dans 25 millions à la saison, et je pense que c'est le tarif pour lui. Et je pense aussi, encore une fois, qu'il ne faut pas sous-estimer son importance pour la suite. Typiquement, si Lou Dort s'en va, je pense qu'il sera dans le 5 majeur. Je pense que ça peut être plus de 30 minutes en play-off. Donc, c'est un joueur sur lequel il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le laisser partir pour rien. Donc il y a l'exemple de Dyson Daniels. Il y a le moins bon exemple de Jalen Suggs, qui était quand même meilleur offensivement, mais qui, dans le profil, est plus cher et a un peu pénalisé le Magic, pardon. Donc ça, c'est peut-être à éviter. Il y a du Christian Braun aussi, tu vois, dans le salaire et dans le profil, auquel s'identifier. Donc moi, je lui propose cette prolongation-là. Si tu veux trop faire le requin, c'est rideau. Et sachant une chose, c'est qu'il coûtera peut-être, à voir, on ne sait jamais, peut-être moins cher maintenant que dans un an. Typiquement, si Lou Dort s'en va, s'il fait un an de titulaire avec OKC, sa valeur va peut-être augmenter. Donc, il faut peut-être le faire maintenant, absolument. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'ai pris tous les joueurs de la draft 2025, la draft 2022, pardon, qui ont prolongé à l'été 2025 pour faire le comparo. C'est le truc le plus récent qu'on a. Du coup, ne prenez pas évidemment les profils en compte, etc. C'est juste pour avoir des titres de comparaison un peu tout le monde. Donc, j'ai Jabari Smith, c'est 122 sur 5. Keegan Murray, c'est 140 sur 5. Je crois que c'est Lucas. Keegan Murray, c'est abusé. C'est vraiment abusé. 140 sur 5. Shadon Sharp, 90 sur 4. Je touche moins que Dyson Daniels. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Et puis après, il n'avait pas beaucoup prouvé au début. Il a explosé un peu plus tard. Ouais, ok. C'est ça. Et puis après, les deux que tu as cités, Christian Brown, 125 sur 5 et Dyson Daniels, 100 sur 4. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Moi, je pense que la valeur de Cason Wallace, elle est plus haute que les deux.
Dyson Daniels et surtout Christian Brown, 125/5. Après, je trouve que c'est surpayé. Mais je pense que Kayson Wallace est quand même plus important et juste a plus de valeur qu'un Christian Brown, notamment en playoff et notamment dans ce Thunder-là qui a cruellement besoin de lui. Notamment s'il y a des blessés comme en playoff cette année ou contre les Spurs, je crois que le match 7, il joue plus de 35 minutes facilement. Le match 7, je m'en souviens. Avec Caruso, il jouait énormément. Il y a un match où c'est le joueur qui joue le plus de minutes à OKC, même devant Shea. Je ne sais plus si c'est contre les Lakers ou contre les Spurs, mais c'est un joueur qui est déjà très utilisé. Donc moi, j'ai peur que ça s'approche des 27-28 millions, même son contrat. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi le max que je lui donne, mais je pense que en fait, de toute façon, même s'il demande 28, je pense que je lui donne parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. Si on perd Wallace, si on n'arrive pas à le prolonger et qu'on le perd l'été prochain, c'est quelles sont nos options, tu vois. Toi, ce serait quoi le max que tu lui donnerais, par exemple, s'il demande 30 millions, tu vois, tu lui donnes 30, c'est chaud. Hein. Ouais. 30, c'est chaud. 30, c'est chaud. Tu vois, Est-ce que tu lui donnes plus qu'à Hartenstein? Ouais, moi je lui donne plus qu'Hartenstein. Ouais. Pas pour l'âge, tu vois, plus presque que le. Je sais pas. Tu vois, si on a un des deux qui doit partir entre Hartenstein et Kayson, tu sais qui est le plus important pour toi, tu vois. Ouais, mais en fait, dans le futur, j'espère que ça sera Kayson, parce que ça veut dire que tu as trouvé des alternatives à Hartenstein et que Chet s'est exprimé, enfin, tu vois, plein de choses. Mais à l'instant T, tu peux plus survivre sans Kayson que sans Hartenstein, je pense. Tu vois, mais encore une fois, il y a l'âge qui rentre en compte. Kayson n'a pas fini de progresser du tout. Tu vois, tu l'as bien dit. Hein. Les prochaines, s'il est dans le 5 majeur, qu'il a un peu plus de ballon, un peu plus de tir, il peut rapidement passer, je sais pas combien il était cette année, mais à 10-12 points. Hein. Ça me choquerait pas du tout, vu ce qu'il est capable de produire. Tu vois, il était à 8 là, en 26 minutes. Tu le passes au-dessus de 30 comme il récupère des minutes, tu donnes plus de ballons. Ouais. Et après, le problème, c'est que sachant que là, on est dans l'optique de se séparer de Lou Dort, tu dois le garder. Enfin, il n'y a pas d'autre choix, choix que ça. Mais 30, ça me paraît gros. Allez, j'ai envie de te dire, entre 25 et 30, j'accepte. Mais 30, c'est la limite plus, quoi. Tu vois, je regardais le contrat de Christian Brown. En plus, il est progressif, ce contrat. Donc au début, 21 millions, tu te dis que ça va. Mais à 29 ans, j'espère qu'il aura progressé. Mais 28 millions, bon, le cap aura augmenté. Mais bon, à mon avis, tu auras un contrat peut-être sous ce format-là. Mais avec un départ à 25 millions et une fin à 30, peut-être. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il faut espérer pour Kayson. Et en plus, en tout cas dans ma stratégie, je sais pas comment toi où ça en est, mais moi on va voir, il y a beaucoup de guards qui vont partir moi cet été, et du coup il faut aussi pour moi il faut que Kayson aussi, s'il peut progresser dans le playmaking pour un tout petit peu remplacer ce petit manque qu'on va avoir de moins de profondeur, et que du coup lui il en a parlé d'ailleurs qu'il voulait avoir plus de responsabilités. Je pense que c'est aussi dans notre intérêt de lui donner plus de responsabilités pour qu'il soit vraiment productif quand Shea n'est pas là par exemple un soir. Que bon, je lui demande pas évidemment d'être au niveau d'un All-Star, mais au moins qu'il ait une production qui puisse vraiment exister sans Shea sur le terrain et qui dépende pas que des autres. Je trouve que c'est important aussi. Ouais, moi dans ma projection, il est dans le 5 à côté de Shea, tu vois, en tant que guard, moi aussi. pas Dub, voilà. Et après derrière, tu auras du Mitchell, du McCain et peut-être du Topic et peut-être un rookie, tu vois, mais donc tu as du monde, mais t'as pas la sécurité, t'as pas son profil à lui, t'as que Caruso qui peut un peu faire son profil, mais t'en as trop besoin, ouais. Donc il faudra peut-être lâcher l'argent, on va dire, et je pense que pour le coup, je pense que Presti est préparé. Ça m'étonnerait qu'il lâche Kayson comme ça, vu comment il est depuis le début, etc. Ouais, je te suis complètement sur ça. Ok, donc pas d'économie sur Kayson pour le coup, en tout cas pas pour le moment. Donc pour résumer cette partie, Kenrich, on est entre les deux. On essaie de lui donner un salaire moins cher, mais toi tu aimerais le garder sinon, et moi je le laisserai partir. Pour Dort, c'est ciao, on rejoint ce qu'on a dit l'année dernière, c'est ciao. Pour Hayart, Hartenstein, on est plutôt sur une prolongation, un chouïa moins cher si possible. Et Kayson, la Kishta qui arrive, voilà, la Kishta méritée, après il faut le dire aussi, hein, il a assez prouvé depuis qu'il est au OKC, sans être tout le temps flamboyant, il y a toujours eu ses bons passages, il y a toujours eu des bons passages aussi en playoff parfois. Voilà, là, en plus, il a le statut All Defensive Team qui aide donc dans la négociation. Donc, ouais, il va falloir payer. Parlons maintenant trade. On en a un petit peu parlé parce qu'on disait si on lève l'option de certains, on pourra peut-être les trader. Bon, on l'a dit, il y aura peut-être besoin de faire des mouvements pour finir passer sous la seconde impron. Qui tu avais prévu de bouger et de faire quoi? Alors, ce que j'ai prévu déjà, on en avait parlé dans l'épisode la semaine dernière, c'est Ciao Wiggins, déjà pour commencer. Alors, l'opération Ciao Wiggins, en quoi elle consiste?
elle consiste à trader Aaron Wiggins en dehors d'Oklahoma City, aussi simplement que ça. Alors contre quoi soit contre un joueur, parce que du coup, dans ma stratégie, j'ai un 15e spot qui est un peu ouvert à tout, c'est-à-dire un joueur contre Wiggins, un joueur contre l'autre joueur que je vais trade, je vais en parler juste après. Donc soit contre un joueur, soit juste dégraisser son contrat si c'est possible, ou alors si d'autres équipes acceptent de nous donner si c'est pas à nous de mettre des seconds tours, c'est aux autres équipes de mettre des seconds tours. Ce que je Ouais, je pense que c'est pense le cas. quand Je même. pense que je pense Ouais, que j'allais ouais. dire. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'Aaron Wiggins vaut un ou deux seconds tours. C'est quand même un joueur qui a un an tout juste, même pas un an. Si, un an tout juste, un an et un jour. Au Game 5 l'année dernière, mettait 20 points en finale NBA. Donc, ça reste quand même une valeur, un joueur qui peut exploser, qui n'est pas encore vieux. Il a quel âge, Aaron Wiggins? Je ne l'ai pas en tête. Il a 28 ans. Donc, à 28 ans, il peut encore progresser, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas du tout sur la phase descendante de sa carrière, même s'il a eu une énorme année de down où il a complètement perdu confiance et Degnaud a aussi perdu la confiance qu'il avait en lui. Mais je ne pense pas que le joueur soit du tout, soit carbonisé. Je pense qu'il peut se relancer dans plein de contextes. Il y a plein d'équipes qui, tu vois, tu parlais de Charlotte. Moi, je le vois bien Charlotte, Aaron Wiggins, par exemple. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses dans cette franchise-là. Il y a plein d'autres franchises qui pourraient être intéressées pour jouer le play-in, même une équipe de playoff qui veut le mettre 10, 11e joueur de sa rotation, voire mieux. Enfin voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a plein d'utilité à Aaron Wiggins. Donc, premièrement, je trade Aaron Wiggins déjà du Thunder. Toi, qu'est-ce que tu fais de lui? Ouais, bon, c'est le piston aussi facile, on en a parlé la dernière fois, hein, encore plus facile qu'Isaiah Joe, dont on va parler ensuite. Quand tu vois qu'il jouait plus en saison régulière, qu'en playoff, il avait 2 minutes, qu'il apportait plus. Franchement, ça m'attriste de ouf parce que j'adorais ou j'adore le joueur, mais tu l'as perdu. Enfin, tu l'as perdu. C'est pas un joueur négatif, c'est un joueur qui a du talent, qu'il faut juste remettre en confiance un rythme. Mais pour OKC, je pense que tu l'as perdu. Bien qu'en plus, si tu te sépares de Dort et tu te sépares d'autres joueurs, il pourrait avoir sa place, hein. On a besoin d'ailier, on a besoin de ça. Mais là, tu sens que ouais, la rupture s'est un peu faite quand tu vois qu'il était même pas utilisé avec les blessures. Enfin, voilà, tu n'as plus forcément besoin de l'avoir. Même Kenry jouait plus que lui pour le coup. Donc, Ouais. et encore une fois, je te rejoins. Alors, son contrat est pas très cher et assez intéressant. Donc, pour trouver un joueur qui a le même ou moins cher et un joueur intéressant, c'est compliqué. Mais pourquoi pas le trader contre un joueur plus un second tour, un truc comme ça. Mais oui, je pense que tu peux avoir hein, une contrepartie plutôt positive, ou pas positive, même complètement, hein. Que ce soit un second tour, un joueur plus un second tour, à voir aussi. Mais c'est dur à imaginer, en fait, qui tu peux aller chercher, etc. Et ça peut être aussi juste un joueur qui est là pour compléter le roster, mais qui joue pas, hein. Ça peut être voilà, un joueur de fond de banc. Donc dur à imaginer, mais oui, c'est un autre levier assez facile pour moi à trader. Et franchement, j'ai pas de doute que Wiggins peut intéresser des équipes. Enfin, il y a tellement des joueurs moins bons que lui qui jouent. Honnêtement, faut juste leur mettre un peu d'aplomb, un peu en confiance, mais des franchises qui sont basées un peu sur sa dernière saison, qui ont envie de lui donner un peu de responsabilité, peut-être en sortie de banc, tu vois, une vingtaine de minutes avec la balle, etc., qui finit des fois les matchs à côté des stars, ça peut être très intéressant, quoi. Et puis dans d'autres équipes, il fera moins tâche défensivement, je pense aussi. Donc ça l'aidera peut-être un petit peu. Ah oui, son contrat dure encore quand même un peu, mais il est dégressif, donc c'est vraiment intéressant. Et puis team option l'année d'après. Non, je pense que c'est peut-être que ça sera la draft. Faudra voir si tu as un espèce de mouvement. Tu sais, tu envoies tes 2 pics pour monter avec lui et tu reçois un joueur et un pic plus haut. On en parlera ensuite à la draft de ce qu'on peut faire, mais il y a des équipes intéressantes à aller titiller un petit peu. Mais ouais, je pense que lui aussi, il est sur le départ, c'est un piston facile. Ouais, il n'y a pas trop de débat, honnêtement, sur Wiggins. Par contre, moi, il y aura plus de débat sur Joe. Ouais. Moi, c'est mon deuxième levier, hein. Moi, c'est Isaiah Joe, je le trade aussi. Maintenant, c'est plus compliqué parce que je pense que la valeur d'Isaiah Joe, elle est plus élevée déjà. Et puis aussi, elle est plus élevée sur le marché, elle est plus élevée pour le Thunder tout simplement. Parce que c'est quand même Isaiah Joe, c'est un joueur qui a rendu énormément de services, notamment en saison régulière, un peu moins en playoff. Mais du coup, t'en séparer, ça coûte quand même plus en interne. Et c'est là où on va avoir besoin de McCain qui est arrivé quand même. Et c'est un peu pour ça hein, qu'Isaiah Joe part. C'est parce que McCain a pris la place qu'Isaiah Joe avait, voire mieux en playoff. Je crois quand même McCain a joué plus qu'Isaiah Joe en playoff. Mais parce qu'il y avait des blessés aussi. Je sais pas si avec les blessés. Est-ce qu'avec J-Dub, McCain aurait joué plus qu'Isaiah? Je sais pas. Je pense que oui, En mais. fait, le truc, c'est que McCain, oui, c'est vrai que c'est un peu enterré Joe, le fait qu'il perce autant en playoff. Et le truc, c'est qu'il est beaucoup plus complet. Donc, en gros, tu le mets à côté de Mitchell, J-Dub et tu veux laisser la balle aux autres, ben, tu le mets dans le corner et il tire. Et par contre, tu as besoin, comme en playoff, de playmaking tout seul, de shotmaking même, je dirais plutôt.
qui devienne un vrai scoreur, lui, il est capable. Joe, on l'a jamais eu ce sentiment-là, ça a toujours été du spot-up ou des courses, voilà, donc ça lui a fait du mal, ouais, McCain, là. Ouais, tu vois, ça lui a fait du mal et du coup, moi, c'est pour ça que je le trade aussi. Alors, plusieurs options. Il y en a une, c'est de le trade avec un des deux picks, potentiellement le 17 qui est le moins élevé pour avoir un vrai joueur en face enfin, un joueur qui a de la valeur en face. Mais pour que ça passe dans la seconde run, il faudrait qu'Hartenstein accepte ce fameux contrat à 22 millions et que Kenrich accepte aussi à 2 millions parce que ça va se jouer, enfin à 4 millions parce que ça va se jouer au million près. Si on fait si on rajoute ce joueur qui vaut 8-9 millions, voilà, il va falloir serrer les fesses. Tu sais qu'il y a un truc intéressant là-dedans, des fois au million près, c'est tu peux descendre à la draft aussi. Tu peux dire on en prend qu'un. Parce qu'il y a de la différence de salaire Ouais. entre quand même le moment du premier choix. Donc il faudra peut-être suivre ça aussi. Ouais. Moi, si vous voulez, je les ai. Enfin, on va peut-être parler de la draft plus tard. Ouais. Mais par exemple, la différence entre le 12 et le 17, le 12 c'est 5,97 millions projetés et le 17 c'est 4,62. Donc il y a déjà 1 million, Donc, 3 millions des entre fois, 5 pour places. peut-être avoir le même joueur, s'il y a un coup de cœur et qu'il n'est pas parti, voilà, tu as quand même t'as un peu d'économie à faire. C'est ça, tu vois. Donc peut-être que c'est aussi là le levier. Mais donc soit il y a cette option-là, donc de trade contre un joueur, soit simplement comme Wiggins de dégraisser entre guillemets Joe. Est-ce que Joe veut un premier tour de draft? Je sais pas, parce que le problème c'est que on est un peu obligé. Enfin, si on le trade, c'est aussi dans un sens qu'on est obligé de le faire. Donc, est-ce que on a assez d'arguments pour dire quand même demander un premier tour de draft, ou alors le GM adverse va nous dire bon, après Sam Presti, donc il est capable de faire un peu de magie, un peu de, je sais pas trop comment il fait, mais il fait disparaître le joueur et il y a un pic de draft qui apparaît un peu, on ne sait pas trop comment. Mais potentiellement le GM va dire bon t'es bien gentil, mais je sens que le second épreuve te fait un peu mal. Tu as reçu l'appel de Ouais. Clay hier. Dis-nous que Clay t'a appelé hier et t'a dit de trade à Isaiah Joe. Je vais pas te donner un premier tour. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ce serait mon option pour Isaiah Joe. Je sens qu'on a besoin de le laisser partir pour avoir de la place. Bah non, je te rejoins complètement. On est un peu dans le cas de Wiggins, mais effectivement, avec un joueur qui a un peu plus de valeur et un peu plus de valeur, on va dire facilement retranscrible par les équipes, quoi. Tu le mets, il tire, voilà, tu le mets à côté de n'importe qui. Il y a plein d'équipes qui seraient fans d'avoir ce joueur-là. On en a parlé plusieurs fois de voilà. Et s'il reste, on sera très content de l'avoir aussi. C'est ça qu'il faut dire, parce que quand il rentre sur le terrain, notamment en saison régulière, toujours efficace. Mais je suis d'accord avec toi que tu peux pas lui aussi difficilement passer à côté du fait de le libérer avec l'avènement de McCain, pour lequel tu as fait un très bon trade et que finalement tu vas payer moins cher sur plusieurs années, quoi, et qui a un profil plus complet, qui a montré en playoff de très bonnes choses, alors que McCain, il revenait de presque un an sans jouer aussi, donc il faut le prendre en compte. Il est monté en puissance sur toute la saison. Donc malgré le fait qu'on adore Isaiah, ça va être compliqué. Et pour quelle chose, soit un truc comme Wiggins, comme tu as pu le dire, soit effectivement c'est un joueur qui pourrait avoir de la valeur à la draft pour une équipe qui veut s'équiper un peu et pour lequel on pourrait monter, ou voilà. Donc non, là je te rejoins complètement, hein. Et d'ailleurs, Joe est éligible à une extension. De toute façon, on sera surpris, il aura une extension, j'y crois pas trop. Mais il est en contrat cette année et l'année prochaine en team option, donc un contrat très flexible pour l'équipe qui le récupérait. Après, pareil, c'est-à-dire qu'il faut trouver, si tu échanges un joueur, il faut trouver soit un joueur moins cher, soit un joueur qui monte à 11 millions. Est-ce que tu auras un joueur utile dans cette voie-là? Pas sûr, ou un profil différent en tout cas, voilà, mais en tout cas, t'économiserais encore des sous. Donc Joe et Wiggins, on est sur du départ d'économie. Est-ce que tu as prévu d'autres trades? Non, moi j'ai pas d'autre trade. Parce qu'on a parlé du fait que c'était très compliqué de réaliser des trades, de par le fait qu'on ne peut pas trade 2 pour 1. Donc tous les gros trades, on l'a déjà un peu dit en prémisse de la vidéo, mais tous les gros trades type Giannis, type Trey Murphy, j'ai pas d'autres noms en tête, mais voilà, tous les gros noms qu'on a pu voir passer. Encore une fois, je veux bien voir les contrats qu'on met en face. On a parlé de Caruso à 20 millions. La valeur de Caruso, même s'il est vieux, pour moi, sur le marché, elle n'est pas si grande que ça de par son âge. Mais par contre, en interne, elle est extrêmement importante et on l'a encore vu il y a 3 semaines en playoff. Donc moi, j'ai un peu du mal à voir partir Caruso pour un Trey Murphy, par exemple, ou pour n'importe quel joueur. D'autant plus que 20 millions, c'est même pas assez pour tous ces joueurs-là. Donc ça veut dire qu'on peut même pas réaliser dans l'absolu le trade et qu'il faudrait faire des schmilblick extrêmement compliqués pour réussir à attirer un de ces joueurs-là. Caruso, je pense qu'il a de la valeur en vrai, vu les playoffs qu'il a fait. Mais c'est juste que les équipes qui seraient intéressées, c'est des équipes qui iraient loin en playoffs qui seraient intéressées par lui,
Et ces équipes-là Ouais, vont pas ils aller vont pas les chercher laisser. Caruso, ont pas les sous pour le faire, ou ils vont pas lâcher un autre joueur. Enfin, ce sera assez compliqué à mettre en place. Mais ou alors, faudrait une équipe moyenne. Encore une fois, on en revient à Charlotte où tu mets un Caruso, tu vois, qui t'amène. On en revient à des équipes comme ça, quoi. Mais même ça, tu fais pas ce trade-là, quoi. Mais pour OKC, hein, j'entends, il est trop important. Donc, ouais, moi, j'avais pas forcément d'autres trades non plus. Je jette un œil quand même à Topic. Vraiment, j'en ai parlé la Non. dernière fois, qui pour moi pourrait être. En fait, il peut encore avoir des GM qui sont fans de lui. Même si là, il s'est Ouais. encore blessé et c'est malheureux, mais peut-être que si tu dois le faire jouer l'année prochaine, s'il est encore là, dans tous les cas, donc peut-être que là, ça sera la fin. Donc peut-être que si tu as une offre d'un GM qui est intéressé, tu peux récupérer un petit truc qui pourrait être intéressant, et si tu sais que toi, que tu le feras pas jouer. Sorber, j'y crois moins. J'ai écouté Nate Duncan qui parlait de ça. Eux, ils étaient plus en mode trader Sorber. Moi, j'y crois pas trop. On l'a vraiment pas vu du tout. Enfin voilà, et le profil me paraît quand même intéressant. Et on l'a drafté Ouais. assez haut aussi, donc Topic aussi, mais donc j'y crois pas trop. Et après, j'ai envie de voir, et on en reparlera quand on reparlera de la draft, il y a des équipes au-dessus qui m'intéressent. Il y a les Clippers notamment, qui ont un choix haut. Et en fait, les Clippers, comme tu as encore des pics à eux ou des swaps, etc., il y a des petits leviers de pression intéressants à mettre en mode, on vous redonne votre pic, mais par contre, on monte à la draft, ou vous nous donnez un pic, où on récupère John Collins ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, tu as des petits moyens de pression qui sont drôles à faire dans cette voie-là. Donc, je suivrai ça. Quand même, pour le fun et pour le divertissement, j'ai envie de dire, j'ai fait une petite liste de noms, tu vois, j'ai regardé un peu les salaires, j'ai regardé des profils accessibles, j'entends accessibles, et qui pourraient être intéressants, sachant que j'ai plutôt recherché des profils ailiers. On va pas au cacher en mille, on en reparlera pour la draft, mais j'ai cherché plutôt des profils ailiers. Moi, c'est plutôt ça que je targetais, on va dire, si je peux le dire en mauvais franglais. Tu me dis ce que tu en penses, tu me dis oui, non, est-ce que ça pourrait être intéressant. J'ai fait un peu par équipe en plus, donc ça va aller vite. J'ai du Dean Wade. Non. Max Truss. Non. Ça, je t'avoue que j'aime bien, moi. Ça, je t'avoue, il est pas long, mais tu vois, quantité en tir, défensivement, je pense, décent, tu vois. Tu peux lui donner des minutes, je pense, en Après playoff. réflexion, je préfère Dean Wade en vrai, après réflexion que Ah ouais? Strus. Je trouve que c'est un meilleur Ok. défenseur que. Enfin, je suis sûr que c'est un meilleur défenseur que Strus. Ouais. Et bon, après, ouais, si, quand même. Mais le problème, Ok. c'est que je pense. En fait, Dean Wade, j'ai dit non parce que je pense que les Cavs ont trop besoin de lui et que je pense qu'ils vont pas le Ouais, je lâcher. pense qu'il s'en va. Ouais. Ouais. Mais les deux m'intéressent en soi, mais Struss, j'aime bien le profil, je sais pas. Bon, là, il va être free agent de ce que j'ai vu, mais Mamoukashvili. Ouais. Ça, c'est. Non. Grady Dick. Non. Non, ouais. Ça y est. Zachary Rizaché, qu'on nous a proposé plusieurs fois en commentaire. En vrai, pourquoi pas, mais c'est quoi le prix de Zachary Zaché sur le marché aujourd'hui? Bah, en vrai, Mais pas pourquoi grand-chose. pas? Il a un salaire assez élevé parce que premier choix de draft, hein, Premier choix donc de draft. il Ouais, c'est trop est beau. à, je sais C'est quoi, plus, à 12-13 17-18, millions. non? Donc À 12-13? ouais. C'est ça. Ok. Mais même, tu vois, tu peux pas l'échanger contre Joe, par exemple. C'est Ouais, impossible. voilà, même pas. Ouais. Bah, en Je te vrai, dis en direct, le contrat de Rizaché, il est à 13 millions l'année prochaine. Donc ouais, ça passe même pas. Bah non. Ou alors, tu signes Dort et tu l'envoies à Atlanta, il gagne un peu de sous. Ouais, Mais alors, Daniels, le profil de Rizaché est intriguant. Après, je il suis a pas d'accord, hein. confirmé, etc. Mais le profil est intriguant, long ailier, qui peut couper, qui peut tirer potentiellement. C'est intéressant. Corey Kispert. Non. Ok, je pensais que le tir allait convaincre, mais Ouais, mais pas la défense par contre. ouais, ça, Pas la défense, trop petit. On parle d'ailier, c'est pas vraiment un ailier, Corey Kispert. C'est vrai, ok. c'est plus un. Oui, c'est la taille fait, mais en soi, la Ouais. défense, non. Ouais. Ouais, c'est ça. Jonathan Kuminga. Pourquoi pas, mais je vois pas dans quel monde on le récupère en fait. J'ai pas le contrat aussi. Il a quoi comme contrat, tu sais? Alors, je pense qu'il y a des red flags comportement, Ouais, enfin, pas comportement, que c'est ça, voilà, ouais. mais Ouais, c'est 24 il est dans le millions, 3 millions. team option, Ouais. ouais. Tu vois, non. Le profil est intéressant, mais bon, le tir Ouais. c'est pas ça, mais le profil physique est intéressant, on va dire plus Ah comme ouais, ça. et puis, ouais. Bon là, c'est chouchou, mais je sais pas si ça ferait bien au KC. Kelly Oubre Jr. Moi, oui. Ouais, et j'ai un autre joueur Ok. dans le même type, je te laisse finir et j'en rajouterai, mais moi j'aime bien les joueurs comme Kelly ça. Oubre, ok. Moi, ouais. Ouais. Long ailier Moi, pour le coup, là, on est sur le vrai ailier classique, hein, en vrai. ailier qui défend bien, même s'il fait des fautes bêtes. J'entends des fans des Sixers un peu s'énerver sur le QI basket de Kelly Oubre. Et c'est des joueurs aussi qui, tu vois, ok, si je sais pas s'il a des minutes constantes en playoff, mais tu le fais rentrer, il peut te faire un peu tourner un match, tu vois. Je trouve que c'est ça aussi qui peut nous aider. Après, lui aussi est free agent, quoi, donc c'est le seul Ah merde. problématique. Ouais, Ça ok. paraît très compliqué, ouais. Mais dans le profil, voilà. Ouais. Tristan da Silva.
Non. Non, pour moi, Tristan, c'est pas assez shooter, Da Silva. C'est honnête au tir, mais c'est encore en C'est développement, pas- quoi. Donc, Ouais, c'est pas assez fort. Non. ok. Bobby Portis. Non. Non, Ok. non. Bobby J'ai Portis, tenté. c'est trop instable et je vois pas comment Bobby Portis il accepte d'être 10e homme dans une équipe. Jamais de la fin ou de pas jouer, tu vois. Je pense que Bobby Portis, il a pas Mm. vraiment sa place dans une rotation. Aussi, il peut faire tourner un match, mais je trouve que c'est pas vraiment son profil. C'est un mec qui va demander des minutes. Est-ce qu'il va bien s'entendre avec le groupe? Tu vois, il y a plein de red flags un peu. Mais c'est pas un mauvais joueur. C'est surtout Ah ça. non, c'est un bon joueur. Ah oui, non, non, c'est un bon joueur, justement. Obi Toppin. Bah oui, tous les jours. Tous les Ah jours, oui, Obi je Toppin. savais que t'allais. Ah, Je non, savais que t'allais. mais tu sais, moi, tu me proposes tous les. Moi, j'avais parlé d'Aaron Nesmith dans la saison. Moi, tous les ailiers d'Indiana, Oui, là, c'est tu vrai. me, tu me les Obi envoies. Moi, Toppin qui est à 15 millions. Donc, ouais, c'est un peu cher aussi pour. c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Zach Lavine. On change de profil. Non, 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 pas Zach Lavine. Il y a trop de ballons. Enfin, on a déjà trop de. Déjà chez J-Dub, si Kayson Wallace il veut des Par contre, responsabilités, qu'on lui met Zach ça Lavine apporte dans du les pattes. dynamisme offensif de malade, quoi. C'est ce que je réfléchissais. Là, par contre, Ah à ouais. côté de chez, c'est très très fort. S'il est Ouais, mais en du, forme et qu'il est. ouais, mais du coup, t'envoies quel message à Kayson Wallace, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ah ouais, non, voilà. Même aux autres, Ouais, hein, ouais, tu dis. ouais, tu vois. Et ben on en a parlé tout à l'heure, Keegan Murray. Bah, le contrat, hein. On en a parlé. Ouais, puis en plus, alors j'ai regardé du coup parce que le profil m'intéressait. Mais en fait, l'année dernière, il a pas mis, il a Non, pas il a été rien très mis. bon, quoi. Sa Ouais, meilleure il a saison de rien tir, mis. c'est sa saison rookie. Ça, Ouais. j'avais Et vu puis le la stat. contrat est cher, cher, Non, cher. c'est trop. DeAndre Hunter. Celui du début d'Atlanta, oui. Celui de Cleveland, non. Enfin, il est plus à Cleveland Celui de d'ailleurs, je sais pas où il est. Sacramento. Sacramento, ouais, il joue à Sacramento maintenant. Celui de Sacramento, non. Clairement pas. Il y a plus de shoot. Encore une fois, là, on Il est faut plus même pas sur un le- profil théorique, mais qui pourrait être très intéressant. Ouais, mais... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi sur le profil, mais le joueur, là, récemment, c'est ouais. compliqué. Hmm. PG Washington. Bah, tous les jours, évidemment. Ça dépend, le PG Washington contre nous ou. Ouais, bon, en vrai, même celui qui est pas contre nous, ça reste quand même un défenseur Ouais. très potable qui peut rentrer des tirs. Mais je crois que le salaire est trop gros aussi, non? C'est plus de 20 millions, non? 19. Ouais, 19, voilà. C'était autour des 20. Tu Mais vois, c'est ça va limite, être tu vois, si tu arrives à monter un truc. Tu vois. Najee Marshall. Je crois que ça met plus de tirs. J'avais vu Najee Marshall, ça shootait pas bien, non? C'est pas un truc comme ça. Pour le coup, lui, il est pas si cher. Il a 9 millions l'année prochaine. C'est ça. Et si tu veux sa stat au tir, je vais te Ouais, la dire. il me Mais semble je suis que c'était d'accord avec toi, je crois que cette année, ça n'a pas été flamboyant au tir. Ouais, 29% cette année. Voilà, c'est ça. Ouais, ça n'a jamais été un grand tireur, hein. Il a juste Ouais. mis des tirs en playoff. Mais c'est plus un joueur dynamique, long, etc., quoi. Ouais, le profil bien, mais qui met plus de 29% de ses 3 points, quoi. Ouais. C'est ça. Sadik Bey. Non. Celui-là aussi, on l'a eu plein de fois, Sadik Bey. Ouais, je me souviens des débats il y a 2 ans, hein. Ça devait être ça, Sadik Bey. Non, non, non. Ouais, même cette année, je crois, hein. Mais il a remis un peu des tirs cette année, il a été un peu plus intéressant. Mais ces joueurs des Pélicans, moi j'ai du mal à les juger. Même Dans Trey le contexte, Murphy, à tout moment, soit il est très fort, soit en fait il est pas si fort que ça. Enfin, c'est dur à juger, ouais. ouais. Alors lui, il est free agent, mais John Collins. John Collins, oui. John Collins, oui, oui, oui. Et moi, je le voulais déjà l'année dernière, John Collins. J'adore le profil. Il est grand, il peut jouer 4. Il peut jouer small ball 5, même si J-Dub est là, je pense que c'est lui qui aura ce rôle de small ball 5. Et puis, il prend du rebond. Quand il met des tirs, les soirs où il met des tirs, t'es content. Et s'il demande pas trop, ça me va. Mais de toute façon, on pourra pas le signer. Mais Ouais. moi, j'aime bien le Il profil. en prend pas 10 000 sur la saison dernière, mais il tire à 40%. C'est ça. Ouais, ouais. Non, franchement, le profil est Non, cool. j'ai toujours aimé ce profil-là, en plus athlétique et tout, même si c'est vieillissant. Non, j'aime bien ce profil-là aussi, mais voilà, effectivement, je propose des noms qu'on pourra difficilement avoir. Jabari Smith. On en parlait aussi, je crois. Jabari Smith, 120 sur 5, je crois, le contrat. Je m'engage pas à 5 ans de Jabari Smith, malheureusement. D'autant plus que je suis pas fan. En vrai, je suis pas fan du profil. Ça shoot très. Quoique, ça shoot très bien, mais je veux dire, par rapport au niveau attendu du joueur, je pense qu'il a une grosse valeur marchande, entre guillemets, de salaire, alors que le joueur est beaucoup moins fort que ce qu'il est sur le papier, quoi. Je trouve. Ouais, t'es sûr qu'il a re-signé? J'ai plus sur Spotrac son 100. contrat, c'est bizarre. Moi, j'ai 122 sur 5 l'été dernier qui va kick là maintenant, cet été. C'est bizarre, Spotrac le met pas comme re-signé, c'est trop bizarre. Je pense qu'il y a un petit bug de leur côté. Ou c'est peut-être moi qui ai mal regardé. Mais...
J'ai Mais vu ça me parle aussi qu'il avait prolongé. moi aussi, j'ai le souvenir. Je vais regarder tout de Bon, suite. c'est très peu podcastable ce qu'on est en train de faire là, Ouais. de vérifier en direct. Non, Mais j'avais 122 pas sur 5. si 110 ouais, sur c'est bon, 5, tu as raison. effectivement. Ouais. Ouais, 23 millions l'année, 21 ouais, c'est bizarre son contrat. OK. Tari Eason. Ouais, le spacing, c'est compliqué, hein. Bah, sauf quand il tire à 40% en début de saison, quoi. Voilà, mais enfin, en vrai, des joueurs qui. Enfin, le problème, on n'a pas d'ailier, mais des joueurs inconstants au tir, est-ce qu'on est prêt à se rajouter un autre joueur inconstant au tir qui, Mmh. le jour où il met rien en playoff, tu te retrouves à avoir chez Game 7 qui joue tout seul? Ouais. Je préfère avoir de la sécurité, tu vois. Ouais, OK. Bon, t'as pas beaucoup dit oui. Je suis à la fin de Bah, ma liste. Toi, t'avais Aaron Smith, c'est ça celui que t'avais? non, moi j'avais Derrick Jones Jr. Des Clippers. Ouais, en fait, je le trouve un peu petit pour le rôle qu'on lui donnerait, mais il joue plus grand que sa taille, donc Ouais, c'est ça. Mm. et lui, c'est quoi son salaire? C'est bon, bah, je crois que c'est Isaiah Joe style, genre 11 millions, quoi. Un truc comme ça, Je vais te dire, il me semblait. il est à 10 10 millions 400, ouais, 10 effectivement. millions 4. C'est un tout petit Bah, manque Isaiah Joe. tu fais un est-ce que si tu fais un allez, Isaiah Joe, pick 12, plus, je sais pas, plus leur pick de je sais pas quelle année ou un swap pour Derrick Jones et pick, c'est combien qu'ils ont? 5, C'est le 5, 6? je crois. Le 5, ouais. Et Ouais, s'ils ils ont acceptent 5. ça? Je sais pas s'ils acceptent, faut peut-être Je lâcher 2 picks. pense pas. Je pense pas. Non, non, non. Ouais, je pense qu'il faut que tu lâches plus de piques. Et est-ce que tu es prêt à Mais lâcher plus de piques pour monter en 5? je sais pas, ça dépend si tu fan du joueur et peut-être qu'en 5 tu peux avoir par contre au-delà de juste d'un role player, tu peux avoir une Ah, tu future, vois, comme ça, hein. ouais, Je suis d'accord. mais peut-être il y a un truc à creuser, c'est ce que je disais avec les Clippers, il y a des trucs intéressants à faire, tu vois là, on en a fait un presque en direct, qui pourrait être assez cool, quoi. Ouais, clairement. Je sais pas si si Derrick Jones Jr. t'aide tant que ça, mais c'est intéressant de l'avoir sur le banc, c'est un joueur que tu peux faire jouer, ça c'est sûr et certain, ouais. Ouais, clairement. Voilà pour les trades, Amaury, on a fait une petite liste. N'hésitez pas en commentaire à en proposer, vous aussi, des trades, des idées de joueurs, etc. On a chacun un peu nos chouchous. Et vous verrez, ce sera jamais un de ces joueurs-là qui sera tradé, ce sera un autre. Et comme pour McCain, le truc qu'on s'attendait de nulle part et qui est arrivé et qu'on est très content, mais voilà. Parlons rapidement de la draft. Rapidement, parce que si tout va bien, on aura le temps de vous faire une preview de la draft avant la semaine prochaine, donc on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus en profondeur. La draft, alors pour rappel, Amaury, OKC a le pick 12, a le pick 17 et a le pick 37 au second tour. Moi, alors je dis juste ça pour l'instant, selon ma projection, ma théorie, je peux drafter 2 fois, même si Ouais, les salaires sont pas insignifiants, mais je peux drafter 2 fois et juste ce que j'aimerais, et après je te laisse la parole, c'est pas de guard, j'en ai marre de guard, on en a trop, et j'aimerais des ailiers. Des ailiers, et sachant que j'aimerais 2 joueurs au profil différent, mais aussi au profil, âge et potentiel différent. Un joueur prêt, un joueur en développement, par exemple. Et j'ai 2 exemples qui illustreront bien ça, mais voilà, dans cette optique-là. Comment tu t'es positionné, toi? bah, j'ai exactement la même chose que toi, alors qu'on s'est pas concerté. Parce que je pense qu'on a pas mal de guards. On a reparlé du développement de Kayson Wallace. Je pense que ça va aussi aider à avoir moins besoin de guards s'ils jouent plus de minutes, ce qui fait que nos guards joueraient encore plus. Et puis on manque toujours de ce poste 4 dont on a toujours parlé et dont on va encore parler aujourd'hui, de ce poste 3-4, en tout cas de cet ailier qui va pouvoir défendre et apporter de la taille, apporter aussi de la masse musculaire, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais Ouais, voilà, qui va pouvoir du jouer du combat. rebond, Mmh. ouais, voilà, du combat, aller au rebond, défensivement, pouvoir défendre un peu au poste, pouvoir changer de temps en temps. Enfin, quelqu'un qui va, voilà, qui va apporter ce côté physique, comme tu l'as très bien dit, de ce combat. Et du coup, bah, j'ai effectivement un joueur, un poste 3-4 prêt physiquement, et j'en ai un qui a un peu plus ouais, ce projet, on va dire, même si il peut apporter Day One, hein, c'est sûr. Ouais. Non, mais on est d'accord sur les profils et en plus, ce qui me pousse encore à drafter dans ce poste-là, enfin favoriser ce poste-là parce que j'en reparlerai ensuite, mais c'est qu'en guard, tu as des joueurs à développer. Tu as Mitchell qui est quand même encore à développer, tu as McCain, tu as Topic qu'il va falloir faire jouer un moment, sinon ça sert à rien. Voilà, donc tu as déjà ces joueurs-là. Tu as Kayson Wallace, accessoirement aussi, et dont on a parlé. Au pivot, ben, tu as Thomas Sorber, qui est ton prospect que tu essaies en remplacement, que tu espères en remplacement de Isaiah Hartenstein. Et à l'aile, en fait, tu personne. Tes ailiers, c'est J-Dub et Caruso.
ou alors c'est des petits qui vont jouer à l'aile. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un besoin même identifié, j'ai envie de dire, soit de recruter des joueurs dans cet aspect-là, soit de les drafter, soit voilà. Maintenant, et je suis d'accord avec cette théorie, surtout dans une optique de prolonger la force de ton roster, il faut quand même drafter au talent et aux joueurs qui te plaît le plus et aux joueurs que tu te projettes avec, même si ça reste un guard. Et je sais que Presti va le faire aussi. S'il a un coup de cœur, il ira le chercher, quitte à sacrifier des joueurs. Est-ce que tu as des profils à proposer? Bon, il y en a un, de toute façon, tu as fait une vidéo dessus. Bon, il est évident que c'est celui que je pense que j'aimerais avoir. Et je pense que toi aussi. Je te laisse en parler. Est-ce que tu en as d'autres? Tu veux que je parle de Hélène de Borg du coup? Ouais, Bien j'en ai sûr. d'autres. Ouais, Un petit peu, parce qu'on va en reparler, je pense, ce week-end, mais C'est ça, ouais. il coche quand même beaucoup de cases. Même s'il est un peu plus vieux, il coche quand même beaucoup de cases pour rentrer dans ce qu'on a imaginé là. Ouais. Bah, écoutez, déjà, premièrement, allez voir la vidéo que j'ai faite sur, Ouais, c'est le meilleur moyen. sur son profil. C'est le meilleur moyen de connaître le joueur. Mais pour en parler brièvement, bah, pour moi, c'est exactement ce profil-là dont on vient de parler. C'est un poste 3-4 qui même a joué 5 sur ses premières années, mais c'est plus un 3-4 en NBA. Qui en gros, allez, un peu undersize peut-être. Je crois qu'il fait 2m03 ou ça doit être ça. 2m03, 0,4. Mais par contre, bah, il apporte du combat. C'est un joueur qui est capable d'aller dans la raquette, aller jouer au rebond. C'est un très bon défenseur, assez mobile finalement pour son poids et sa taille. Et surtout, bah, qui est capable de monter haut, hein. C'est un joueur qui a une bonne détente verticale. Et en même temps, qui a beaucoup progressé au tir et qui continue de progresser au tir sur ces années. Je crois qu'il a démarré, en gros, il prenait pas un tir à 3 points. Et cette année, avec Michigan, il doit en prendre 4-5 par match, il me semble. Pareil, ça, je le mentionne dans la vidéo. Donc franchement, pour moi, c'est quasiment le profil parfait. Maintenant, le bémol, c'est qu'il a 24 ans. Enfin, c'est qu'il va avoir 24 ans en septembre qui arrive. Donc, c'est pas un joueur qui va énormément progresser d'ici là. Mais finalement, c'est ce que tu as, pour moi, c'est tout ce dont tu as besoin à l'instant T. Et le deuxième bémol, sans aller en détail dans la draft, c'est qu'il monte quand même beaucoup dans les mocks. Au moment où j'en parlais, il était attendu entre 15 et 20. Nous, on est en 12. Et là, je le vois déjà, de temps en temps, je le Top vois en 10 10. souvent, ouais. Ouais, voilà. Je le vois top 10, même si tous les recruteurs s'accordent à dire que bah, il est attendu, enfin que OK, ici c'est quasiment le fit parfait et pour lui et pour la franchise. Ça, je l'ai vu de maintes et maintes fois. Ouais, puis alors les mensurations sont très bien, 6'9" à peu près et 7'3" Ouais, d'envergure, donc on est sur quelqu'un de très long, un profil qu'on n'a pas. Effectivement, je pense que ça peut être un cadre très intéressant, qui a en plus effectivement développé son tir. Tu l'as bien dit, il en prend 4,5 par match cette année. C'est ça. Et il tire à 37%, donc c'est intéressant, même si la ligne sera un peu plus loin NBA. Je pense par contre, et on en reparlera dans la preview, qu'il y a un peu plus c'est pas des red flags, mais de doutes sur son aspect comportemental, notamment vis-à-vis d'OKC. Ce qui est beaucoup ressorti. Voilà, il y a des petites sorties un peu bizarres. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont pas archi ouf, tu vois, vis-à-vis de ça. C'est le seul un peu micro point noir, et après son âge, parce que ce serait pas l'un des joueurs les plus vieux du roster, mais il serait plus vieux que beaucoup qui ont déjà joué 2-3 saisons, quoi. Donc Clairement. Mais en fait, ce que tu peux espérer en draftant ce joueur-là, c'est que je trouve qu'il peut apporter normalement Day One, ou en tout cas, vu son âge, vu les années passées, tu peux être en mesure d'espérer qu'il apporte Day One. Alors, un Cason Wallace et un AJ Mitchell ont apporté Day One, mais c'était plus des surprises. Là, on est sur un joueur qui, normalement, tu le prends pas pour son plafond ultime, mais par contre, parce que il peut déjà presque starter dans certaines équipes en étant un bon role player sans avoir de responsabilité. Et OKC, tu peux très bien l'imaginer en bon 10e, clairement, hein, et avec des minutes en playoff. Donc, c'est ça que tu peux espérer avec ce joueur-là, je trouve. Ouais, pour le comportement, je les ai vus aussi, les points négatifs. Et enfin, franchement, ils sont très valables. J'en ai aucune idée. J'ai pas interviewé le joueur. Par contre, j'ai des points positifs sur son comportement. Pas que je connais le joueur, mais par contre, c'est un joueur qui a, pour moi, et c'est très important, c'est un joueur qui a progressé tout au long de sa carrière. Et il a fait 4 ans d'université. Il a démarré en JUCO, qui est une ligue horrible. En gros, c'est là un peu où tout le monde débarque et essaye de faire sa place. Et au final, il a réussi à faire sa place. Donc, c'est comme un joueur combatif qui se laisse pas abattre et qui bosse beaucoup. Ça, je le sais. Maintenant, c'est vrai que le comportement, de toute façon, je trouve que ça joue beaucoup avec Presti et c'est pour ça que j'ai quelques doutes sur le fait qu'on va le drafter. Et en plus, deuxième raison, on ne drafte jamais les joueurs qu'on nous dit qu'on va drafter. Je me souviens de James Bouknight, je crois que c'était 2021, la draft de Guidi, Ah où ouais. tout le monde l'a annoncé chez nous. Bon, au final, le joueur est horrible d'ailleurs.
mais tout le monde le sait chez nous. Évidemment, on l'a pas drafté. Enfin, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ça me fait dire, je sais pas, je sens qu'on va pas le drafter là. J'ai le feeling. Ou Josh Giddey, quoi, qu'on n'attendait pas du tout. Ouais, S'en c'est ça. souvient. Donc on verra qui pourrait arriver sinon si c'est pas lui. Après, moi je t'avoue que j'ai recherché beaucoup d'ailiers qui pouvaient apporter du tir parce que je pense que le nerf de la guerre et j'ai l'impression que ça, même depuis qu'on faisait les loteries et les drafts avec Constance, c'était déjà le cas. On voulait du tir et on n'a toujours pas ce tir. Il y en a pas beaucoup, des très adroits et des joueurs prêts. Je suis intrigué par Nate Hamet, oui c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais on n'est pas du tout pour le coup sur un joueur prêt. On est sur un Ousmane Dieng 2.0. Donc à voir si celui-là marche mieux que la V1, on va dire. Et après, on tombe vite dans des guards, notamment en haut de la draft où il y a des très bons guards. Tout en haut, il y a des très bons ailiers qu'on n'aura pas. Et en dessous, il y a des très bons guards ça va être dur d'aller chercher. Enfin, qui sont moins intéressants pour moi en tout cas. Est-ce que toi, tu avais un autre profil à drafter? Sans spoiler tout l'épisode qu'on fera ce week-end, hein, juste en rapide. Deuxième profil plutôt intéressant, je trouve que c'est Karim Lopez, très jeune, néo-zélandais, joue en NBL, il me semble, en Australie, et a quand même montré énormément de choses intéressantes. C'est un profil qui est un peu différent de celui de Lendeborg. Je trouve il a plus un style de jeu, on va dire, d'intérieur par rapport à ce que Lendeborg pouvait apporter dans le côté 3 points, etc., spacing. Et par contre, il est très jeune. Il a 19 ans pour le coup. C'est un joueur aussi qui progresse petit à petit. Notamment, il me semble qu'il avait sorti un match à 32 points, je crois, un truc comme ça cette année, qui avait fait un peu le tour et tout, parce qu'il y avait vraiment toute la mixtape du joueur. D'ailleurs, allez le voir si vous voulez un peu découvrir le joueur. Hyper intéressant. Et c'est un énorme défenseur pour le coup. Et ça rentre bien dans le moule au KC aussi. Et c'est intéressant, c'est que il y aura pas du tout de problème côté défense avec Karim Lopez dès la saison prochaine. J'ai aucun doute sur le fait qu'il soit applicable en NBA. Par contre, offensivement, le shooting c'est un peu raw entre guillemets, un peu brut, pardon. Encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'autocréation. Après, est-ce qu'on attend vraiment l'autocréation de l'ailier? Je suis pas sûr. Lendeborg n'a pas tant d'autocréation que ça non plus. Mais je veux dire qu'offensivement, c'est très brut l'année prochaine. Mais par contre, dans 2-3 ans, je crois vraiment dans le profil aussi Karim Lopez. Ouais, joueur un peu moins prêt. Il y a un peu de doute sur sa capacité physique là, dès le day one à être là, etc. Mais je pense qu'on en reparlera aussi prochainement. Mais j'étais intéressé aussi par ce profil-là, effectivement. Après, il y a plein de joueurs intéressants, comme à chaque draft. À chaque fois qu'on regarde les joueurs, on trouve des trucs intéressants à faire avec. Petit focus, on en reparlera aussi sur Allen Graves de Santa Clara, qui, je salue monsieur Alan Guillou, qui je pense est un profil très intéressant pour OKC aussi, qui est peut-être un peu lent pour jouer ailier, mais en tant que poste 4, il y a du tir, il y a des analytics très favorables, il y a beaucoup de choses et lui, par contre, en termes comportementaux et tout ça, est très très bien. Donc peut-être lui aussi à suivre et qui monte aussi dans les mocks, parce que tu vois, là, sur The Ringer, il est 18. À droite à gauche, il monte de plus en plus, alors qu'on le voyait pas du tout au début. Donc ouais, lui aussi peut-être à suivre. T'as peut-être, allez, en spoil du prochain épisode, un dernier nom à donner. Tu veux quoi? Tu veux un nom en 10, 20 Ce ou que un tu nom pour le veux, deuxième? un que tu sens bien ou que tu aimerais bien avoir. Allez, moi je fais un petit SO à la casquette, Iowa State. Joshua Jefferson, donc ça c'est plus deuxième tour, même si là je viens de le voir, il est 22e à CBS, je crois. Donc, il a remonté, hein, lui, Ouais. parce que tu vois, il est fin de premier tour, et tu vois, sur The Ringer, il est 20. Donc il est bien remonté. Il est 20, ok. Ouais, bah, il était très 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 bas en tout cas. Moi, j'ai regardé tous les matchs de la saison évidemment, mais c'est un joueur ultra intelligent, QI basket extraordinaire. Enfin, extraordinaire, j'exagère, mais un des meilleurs QI basket du pays. Je crois qu'il est top 5 All-American ou deuxième 5, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs joueurs universitaires du pays. Aussi vieux, il a 23 ans, un peu comme Lendeborg, il a fait 4 ans. Et c'est un playmaker pour sa taille, donc c'est un 6'9 aussi, ou un 6'8 peut-être, je sais pas sa taille exacte, 6'8 ou 6'9, en tout cas, c'est peut-être quasiment le meilleur playmaker pour sa taille et son poids. Il a un shoot en progression, il y a 1 an et demi, il shootait pas du tout, aujourd'hui il est capable d'en mettre de temps en temps. Défensivement, il est QI basket très élevé, forcément, ça aide aussi à défendre. Par contre, il est peut-être un peu moins mobile. Il y a moins cette mobilité de Lendeborg A. Il n'a pas la verticalité du tout que Lendeborg a aussi. Par exemple, c'est pour ça qu'il est plus bas d'ailleurs dans les mocks. Voilà, je trouve que c'est un joueur qui est moins impressionnant, mais par contre, je pense que c'est un joueur totalement OKC compatible. Genre, il peut jouer en hub, ce mec-là. Il est lourd, il est large, quoi.
Donc il prend de la place, il peut poser des vrais écrans, il peut un peu jouer en hub, avoir ce côté Hartenstein, même s'il est plus petit évidemment, et ce ne sera pas le même style de joueur. Et en même temps, ici, il arrive vraiment à sanctionner un 3 points NBA, je pense qu'il peut être dans la rotation 10 de ici. Je pense que c'est vraiment son levier à lui. C'est est-ce que tu es capable de mettre des tirs, et 2, est-ce que tu es capable de rester en face en playoff de ton joueur, ou est-ce que tu es vraiment trop dur, c'est trop difficile défensivement, même si je pense qu'en saison régulière, par contre, il n'aura aucun problème défensivement. C'est vraiment en playoff. Ouais, donc on verra qui on draft, parce que sachant que ce sera sûrement pas ces joueurs-là, encore une fois, on connaît notre réussite année après année, où les années on a fait des piles de profils sans jamais réussir à trouver le bon. Donc non, on en reparlera ensuite, et d'autres joueurs de ça un peu plus sur notre épisode draft à venir. Mais dans tous les cas, on reste tous les deux dans un peu le même aspect, qui sera de drafter 2 fois, drafter plutôt des ailiers, et par contre peut-être avec le 37, soit prendre un two-way, un petit pari, soit voilà, le trader, à voir ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a un peu tout dit, et qu'il y a un super épisode draft qui va arriver où on va pouvoir pas mal parler des prospects, et évidemment citer 20 sans citer le bon, ce qui va être assez fort. Voilà, et ben on est arrivé un peu au bout de cet épisode. On a fait les trades, les prolongations, etc. Le bilan de notre roster, eh ben, je pense qu'on aura un peu le même au final, donc on va pouvoir l'annoncer. Dans l'optique de tout ce qu'on a pu dire, comment se passerait la saison prochaine, qui jouerait? Je pense que le 5 majeur, on est d'accord, serait de Shea, Cason Wallace, J-Dub, Chet, Isaiah Hartenstein, avec ce qu'on a dit, avec Hartenstein qui revient pour moins cher, Cason qui est prolongé. En sortie de banc, avec ceux qui étaient là l'année dernière en tout cas, AJ Mitchell, Jared McCain, Alex Caruso, Jay Will, ça franchement peu d'incertitude sur ceux-là pour le coup, Ouais. vraiment zéro. Donc plus de Lou Dort, plus de Joe, plus de Wiggins pour compléter le banc. Donc sur le banc, on aurait du Sorber, du Topic, on aurait du Kendrick Williams, qu'on avait quand même tous les deux envie de garder moins cher. On aurait 2 rookies, Landerborg, Ament, voilà, on verra qui sera là. Et du coup, tous les deux, on est à 14. On aurait un spot bonus. Et comme tu l'as dit un petit peu, peut-être via un trade à la draft où on aurait récupéré un joueur. Ça peut être le 37 qui, s'il n'est pas entoué, il a un tout petit contrat. Ça peut être un Brandon Carlson qui est re-signé, par exemple, qui est là depuis quelques temps maintenant et qui n'a jamais eu cette chance-là, je peux dire. Voilà, il y a ce pic-là qui reste ce roster spot-là qui reste en suspens. Ouais. Il y aura pas mal de questions à se poser sur ce spot-là. On l'a dit, tu viens de le dire, on est via trade. Sinon, moi, j'ai regardé un tout petit peu les free agents, ce qu'on peut avoir au minimum. Et le seul que j'ai trouvé intéressant, c'est un grand mot, mais qui pourrait signer et pas être ridicule, c'est McLaughlin. McLaughlin, je me dis, bon, allez, il est aux Spurs là maintenant. Je l'ai vu rentrer en playoff, il nous a planté 2-3 points, même si c'est un jouable en playoff. Et de toute façon, il n'y a aucun autre agent qui acceptera de signer le minimum et être jouable en playoff. Ouais, mais par dur. contre, à la limite, allez, il y a un Shea qui est blessé Shea qui est mis au repos, etc. En backup meneur, pourquoi pas envoyer McLaughlin et tout, ça peut être plus utile que tout ce que j'ai vu ailleurs. Ou moi, je veux pas l'histoire des ramener un vétéran qui va ramener de l'expérience et tout. Je pense que ça sert à rien. On l'a vu aux Spurs. Désolé, mais Biyombo et Olynyk, ils n'ont pas empêché les Knicks de faire des runs. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc où c'est un peu surcoté, ça, c'est vétéran de fond de banc. Donc autant prendre le petit McLaughlin, ou évidemment, c'est mieux d'avoir le joueur en trade. Hein. Ça, je vais pas cracher sur genre Derrick Jones Jr. ou tous ceux qu'on a cités, Max Strus, même s'il est free agent. Enfin voilà, tous les joueurs qu'on avait cités. LeBron James, évidemment. En vrai, si tu l'as au minimum et que tu le mets au poste 4, t'es pas emmerdé. Hein. T'es obligé de changer ton 5 majeur par contre. Ou alors tu joues avec J-Dub en poste 2. Ça peut être incroyable. Mais en vrai, il coche 10 000 cases. Mais bon, on va pas trop croire au Père Noël non plus. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y aura peut-être une petite signature à droite à gauche. De toute façon, je crois qu'avant la fin de saison, à un moment, il faut que tu aies 15 joueurs. Je crois qu'à un moment, c'est après la deadline, si je me trompe pas, il faut que tu aies 15 joueurs. Donc il y aura un moment, il y aura un autre mouvement à ce moment-là si on reste à 14, ce qui sera peut-être pas forcément le cas. On verra selon ce qui se passe. Eh bien, Maury, on est arrivé au bout, 1h30. On est dans les standards de stratégie de l'intersaison pour voir qu'on était que deux. On a fait complet. Du coup, on pourra se plonger un peu plus dans la draft, normalement avec un épisode ce week-end. Donc on pourra parler un peu plus des prospects. J'ai quelques jours pour un peu plus me renseigner et suivre Amaury là-dessus, donc je vais faire en sorte de le faire. Et on parlera aussi de potentiel trade à la draft. On viendra peut-être un peu plus d'infos, comme on l'a fait un petit peu pour Isaiah Joe et Derrick Jones, là, qui pourrait être intéressant. On va suivre aussi les dernières rumeurs.
Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur cette stratégie, sur des choses que vous feriez, que vous referez pas, et cetera. On sait qu'il va y avoir des trades de chat, mais vous avez compris, ça va être compliqué et c'est pas forcément ce qui va être fait, donc ça a pas trop de sens. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Abonnez-vous partout, encore une fois, toutes les plateformes d'écoute, et cetera. Et puis là, il y a plus de NBA, donc reposez-vous bien. Il y a la draft qui arrive, donc il y aura ça à suivre. Et puis, on se retrouve du coup très vite. Et puis, salut à tous.